Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance. Nous sommes tous au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. À mes côtés, Gilles Curins. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Vous imaginez bien Gilles que l'actualité, c'est les 48 heures de l'obstacle ou les 24 heures, vous choisirez parce que le Z5 de demain est organisé sur l'hippodrome de Vincennes. On demandera peut-être à Jean Dindy, qui sera notre invité de tête, comment on en arrive là, des 48 heures de l'obstacle un peu estropiés, un peu amputés d'une journée, puisqu'on passe en réunion 2 ou en réunion 3 samedi. Le Z5 n'y sera organisé que dimanche. C'est important pour la lisibilité de la discipline. On verra ça avec Jean Dindy, je le disais, notre invité de tête. Nous aurons deux autres invités obstacles. Stéphane Delomo, qui est agent de jockey, il a pratiquement une dizaine de jockeys d'obstacles dans son écurie. Il sera accompagné de Romain Détré, qui, à l'occasion de ces 48 heures de l'obstacle, a imaginé un rendez-vous innovant pour de convertir de nouveaux propriétaires à cette belle spécialité. C'est une belle spécialité qu'est l'obstacle et que sont les disciplines de l'obstacle. Les haies, les courses de haies, le steeplechase et le cross-country. Côté prono, nous aurons un petit son de Cédric Philippe, vous le savez. On a un rendez-vous un peu particulier parce que habituellement Radio Valence, c'est le vendredi. Nous sommes jeudi, donc ça nous permettra justement de parler de la belle réunion qui est organisée sur l'hippodrome de Toulouse, la réunion du 11 novembre avec une listelle, le prix Filles de l'air et le Grand Prix de la ville de Toulouse qui est support de Z5. Les pronos d'obstacles seront assurés par Stéphane Delomo et Romain Détré, vous l'avez compris. Quant au trop, vous serez là, Gilles, avec au téléphone un certain Alexandre de Koopman. Tout de suite, place à notre premier invité. Je parle de Pierre Mesquel. Bonsoir Pierre Mesquel. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Alors, on vous connaît un peu, on vous a reçu sur Radio Balance il y a 4 ou 5 mois de mémoire, je n'ai pas la date en tête. C'était au mois de juin. C'était au mois de juin. Non, ça fait, j'ai quand même un compas chronologique dans la tête. C'était au mois de juin. Vous parliez de ce beau projet qui était Orac, la société dont vous êtes le président directeur général. Orac, c'est quoi ? On commercialise des cartes NFT dont le sujet principal... dont les sujets principaux sont les chevaux de course. Et cette semaine, il y a eu un événement. Vous avez commercialisé vos premières cartes NFT avec un top, si j'ose dire, la carte de Gallius qui a été monnayée 600. Alors si on va parler parce que j'ai eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. On va prendre les choses dans l'ordre. Est-ce que c'était 600 € d'abord ? On va parler de l'unité de compte. Bon. Alors pour recentrer, c'est bien des cartes numériques de chevaux de course dont la technologie repose sur un NFT. Alors NFT, on a expliqué, c'est vraiment, je veux dire, quand on a la carte de Gallius, on est la seule à l'avoir. On crée le fait de la posséder crée une valeur. Le fait que ce soit la carte de Gallius crée une valeur. Et dès ce moment-là, il y a quelqu'un, à condition de se prendre au jeu, qui va vouloir lui-même s'en porter acquéreur. Et cela via une marketplace, une place de marché, comme vous les appelez. Et place de marché, exactement. Donc là, pour le cas de Gallius, je vous invite du coup à lire, pour ceux qui nous écoutent aussi, un peu notre light paper qui est sur notre site internet orac.com. ohrac.com. Tout à fait. Donc light paper où c'est vraiment un peu la description papier light en fait, où on décrit à peu près notre concept. Et il y a différentes versions de cartes. Et la carte de Gallius en question dont on va parler et qui a fait un peu de bruit, c'est une carte en version groupe 2 qui sera disponible en 10 exemplaires. La carte unique groupe 1 n'a pas été dévoilée et donc n'est pas encore disponible pour les chevaux qui sont éligibles à la carte groupe 1 disponible sur notre place de marché. Comme pour tout produit nouveau, il faut créer de l'envie de façon à attirer le chaland. Exactement. Exactement. Donc effectivement, la carte de Gallius, on a été même surpris, nous, de cet engouement pour un lancement où on n'a pas fait non plus une énorme communication. Effectivement, donc était la carte la plus belle de la journée, de samedi. Oui, et qui s'est envolé donc dans les dernières secondes par un système d'enchères, donc à 23h à 600 €. 600 €. Donc effectivement, sur le premier marché, les transactions se font en crypto ou en euros. Donc on a deux unités de compte. On n'est pas obligé de passer. On va parler des thèses justement. Là, l'autre unité de compte, c'est le thèse qui est convertible en euros. Voilà, le Tezos, tout à fait. Les thèses pour les intimes et du Tezos, tout à fait. Mais sur le premier marché, voilà, on voulait aussi
proposer une solution innovante qui soit disponible pour le grand public et les passionnés de course hippique. Et on a fait le choix justement stratégique de proposer sur le premier marché 2 solutions de paiement, enfin 2 monnaies différentes, qui soient donc la partie crypto-monnaie et le Tezos, et la carte, et les euros en payant par carte bleue. Donc pour tout le monde, il est très facile d'obtenir une carte numérique d'un chevaux de course, donc un NFT, en payant tout simplement par carte bleue. Dès le moment où on parle de crypto-monnaie et d'euros, on s'adresse à 2 clientèles tout à fait différentes. Pour le Tezos, ce sont les geeks parce qu'on va jouer à la fois sur la valeur du cheval, la valeur sportive du cheval, mais également sur la valeur, le cours du Tezos. Et je vous ai dit sur Messenger, un internaute s'est adressé à moi en me disant oui, c'est une arnaque parce que le Tezos en ce moment, il est plus sur une courbe baissière qu'une courbe haussière. Donc ça veut dire que si le cheval perd de la valeur, il en perdra deux fois plus si on a acheté sa carte en Tezos. En fait, je ne peux pas vous laisser dire que c'est une arnaque dans le sens où... c'est moi qui le dis, Pierre. C'est ce que me disait l'internaute. Tout à fait. Mais aujourd'hui... C'est ce que je lui ai dit. Ce que j'ai répondu, c'est que d'abord, tu n'es pas obligé d'acheter une NFT chez Oracle. Tu n'es pas obligé de le faire. Et ensuite... si le Tezos ne te plaît pas, je veux dire, si les outils ne me plaisent pas, je vais faire mes courses en Pologne, vous voyez. Donc, il est libre de le faire. On ne l'oblige pas. Personne lui a mis un pistolet sur la tempe pour aller acheter des cartes. Exactement. Mais juste pour recentrer, quand aujourd'hui on possède des actions en bourse, une action est valorisée à un cours en euros. Mais c'est pas parce que l'action baisse qu'on a perdu de l'argent, c'est une valorisation à l'instant T. C'est la même chose dans notre concept, où c'est pas parce que le Tezos baisse que si on a 30 Tezos qui sont, on va dire, 15 € et que demain ces 30 Tezos valent 100 €, si on a toujours ces Tezos et qu'on les a pas convertis en euros, rien ne change en fait. Pour faire court, le lancement, parce que c'était la première session de vente de cartes NFT Oracle, tout à fait. Elle vous a pleinement satisfait ? Tout à fait, on a émis 29 cartes sur le marché. Les 29 ont été vendus et avec un top price à 600 € pour Gallus. Je l'ai dit. Même Fantasy à 180 €. On a eu des très belles surprises comme par exemple Jaguar Griff, idem. Là, je suis sur mon ordinateur, donc Jaguar Griff à 120 € à peu près. Jamaica Turbo aussi dans ces prix-là. Donc non, une belle réussite. Et puis on a refait une vente hier. Idem sur 24 heures où on a mis 22 cartes sur le marché, elles sont toutes parties. Alors c'était des chevaux un peu moins... On vend sur une plateforme qui s'appelle Twitch, nous sommes d'accord avec ça ? Non, on vend sur notre site, vous allez sur orac.com, OHRAC, et vous allez dans la partie place de marché, vous créez votre compte et vous avez... Parce que j'ai vu passer des ventes sur Twitch, la première vente, expliquez-moi. Oui, alors après nous on fait sur Twitch en fait un live vidéo, où on fait un peu comme un système d'enchères, comme si ça se passe aux ventes ou autre, où on essaie de faire un peu d'animation, de présenter un peu les chevaux. Voilà, l'idée aussi, c'est d'attirer des néophytes. Et comme vous l'avez dit, on parle à 2 communautés. Et la communauté geek crypto, on essaie aussi de les amener dans le milieu des courses hippiques. Et on le voit, parce que du coup, il y en a sur notre serveur Discord qui sont, entre guillemets, là pour la techno, mais qui sont en train de s'intéresser et qui veulent s'intéresser aux courses hippiques. Donc, le pari qu'on a pris de proposer ce produit-là et cette solution en disant on va attirer des nouvelles personnes, et j'ai l'impression que le pari, en tout cas entre guillemets pour l'instant, est plutôt un succès au vu des premiers éléments qu'on a sur ce lancement. Combien d'inscrits sur le site Oracle ? Aujourd'hui on est à peu près à 260 inscrits, mais ça augmente tous les jours en fait. Tous les jours les nouveaux comptes se créent. Et puis on a surtout une belle vente là qui va être annoncée ce week-end. On va émettre des cartes à partir de samedi matin 8h et la fin de la vente se fera lundi en fin de journée. D'accord. C'est noté, donc vous suivez ça sur oracle.com. Dites-moi Pierre, on avait évoqué ce sujet lorsque vous étiez venu physiquement au Cardinal. D'un point de vue réglementaire, on est dans un pays où le jeu d'argent est totalement encadré. Est-ce que vous êtes surveillé ou est-ce que vous avez demandé des autorisations à l'autorité nationale des jeux, qui est l'autorité qui gère tous les jeux d'argent dans notre pays ? Comment ça se passe ? Alors très clairement, aujourd'hui, Soar, qui est un peu notre vitrine, notre exemple et la référence sur ce business-là. C'est quoi ? Qu'est-ce que Soark ?
Sorare, c'est exactement Sorare. l'équivalent de vignette, enfin de carte numérique Ouais. NFT, mais de joueurs de foot où il y a des joueurs comme Haaland ou Mbappé qui sont vendus à plusieurs milliers d'euros, entre 300 000 400 000 euros. Euh, Et donc du coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans le cadre réglementaire, notre activité rentre dans la collection de NFT, de collectibles. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cadre précis là-dessus. Nous, ce qu'on demande, ce que demande également Sorare, c'est que on rentre dans un cadre pour que ça soit vraiment qu'on se plie entre guillemets aux règles de l'ANJ. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un cadre strict. On est dans Pour une zone l'instant, grise où l'ANJ sans doute n'a pas réfléchi ou n'a pas été saisie sur le sujet. Gilles Curins voulait intervenir. Oui, Sowar, là, les cartes d'Mbappé, est-ce que Mbappé il touche? Oui, alors après, c'est la deuxième question que j'allais poser à Pierre. C'est la question relative aux droits des personnes dont les cartes sont vendues. Est-ce que Mbappé, via Sorare, touche quelque chose sur le chiffre d'affaires qui est réalisé sur la carte à son effigie? C'est la première question que je vous pose. Peut-être vous savez, peut-être vous ne savez pas. La deuxième question, par rapport aux chevaux dont vous émettez des cartes NFT, est-ce que les entourages sont intéressés au chiffre d'affaires réalisé? Deux questions en une, en fait. Pour répondre à votre première question, j'en ne sais pas plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le cas des joueurs de foot, les contrats de droit à l'image sont gérés par les clubs. Donc effectivement, quand Sorare vend une carte numérique, il reverse forcément un accord a été passé avec le club et une partie, ça fait un nouveau revenu pour le club. Ce qui concerne la première partie de votre première question. Voilà. Sur la deuxième question, tous les chevaux, donc les cartes que vous allez voir disponibles sur notre place de marché, effectivement, il y a un accord qui a été passé directement avec le propriétaire, justement, parce que les chevaux ne nous appartiennent pas. Et pour faire une activité commerciale, on a besoin d'utiliser le nom et l'image du cheval, donc on a besoin d'avoir l'accord du propriétaire. Donc tous les chevaux que vous voyez présents à la vente, un accord a été passé entre Orac et le propriétaire directement. Effectivement, on propose 3 choix possibles. On en a déjà parlé et ça a fait débat à l'Assemblée générale des syndicats du propriétaire à France Gallo à Deauville il y a 2-3 semaines. Voilà, nous on reverse effectivement une commission directement au propriétaire. Donc tout chevaux qui sera disponible et à la vente, un accord a été passé. Et depuis et voilà, c'était le pari qu'on avait pris parce que aller voir tous les propriétaires, ça prend du temps. On a quand même aujourd'hui plus de 800 accords signés. D'accord. Mais là, depuis. C'est-à-dire que ça vous a demandé un travail de malade quand même que d'aller voir les propriétaires. De toutes parts et c'est très bien. Est-ce que Gladys Desplaines, qui a fait sa rentrée cette semaine, vous avez été sollicité pour avoir une NFT Non, je comprends qu'ils ne me sollicitent pas. Pourquoi? Parce que pour l'instant, elle n'est pas encore compétitive. On s'est contenté de suivre, hein, mais on fait une rentrée. Oui, il faudra. Elle a quand même gagné le président, Normandie, ça compte. Il faudra la regarder courir dans les prochaines. Donc retour vers Pierre. Pierre, c'est un travail de titan quand même que d'aller voir les propriétaires. D'un côté, commercialiser votre idée auprès des propriétaires et ensuite commercialiser auprès de ceux qui investissent. Tout à fait. C'est un travail de titan, comme on l'avait déjà évoqué ensemble au mois de juin quand on était venu vous voir. Mais pour nous, c'était inconcevable de ne pas respecter les propriétaires et copropriétaires de chevaux de course. Et donc, c'était essentiel de demander l'accord. Et après, on tablait sur notre stratégie du bouche à oreille et du succès du lancement, ce qui est en train de se passer. Donc, c'est en train de nous donner raison. Voilà, c'est le choix qu'on a fait. Il y a d'autres initiatives qui se lancent et qui ne font pas ce choix-là. Après, quelle sera la meilleure stratégie? J'en ai aucune idée, mais pour l'instant, nous, tout se passe pour le mieux pour nous. Vous êtes totalement dans le métaverse, on est bien d'accord, hein? Non, alors attention. Moi, j'y comprends rien. Donc, c'est pas Pierre, vous le savez, il faut vraiment m'expliquer les choses. Pour moi, le métavers, c'est vraiment un monde virtuel, parallèle, où on pourra jouer des courses virtuelles dans le métavers. Nous, c'est pas le cas. On a besoin, dans le jeu qui va être développé, des courses réelles pour vivre. Donc, pour faire vivre et développer l'écosystème Orac. Donc, on repose essentiellement sur les courses réelles et on a besoin des vrais chevaux. Et vous verrez que le jeu, quand il va sortir début 2023, les valeurs des points qui vont donner lieu à des récompenses seront basées sur les arrivées réelles. D'accord, là on est en phase 1, hein. On lance le jeu tout doucement et on a le vrai jeu qui arrive en 2023 et qui intéressera ceux qui dès maintenant investissent dans les cartes NFT que vous commercialisez. Vous voyez, finalement, à me le dire 2 fois, je comprends maintenant. Ah, c'est magnifique. Donc on se reverra en 2023, lancement du jeu 2023, à quelle époque ?
Je peux pas vous dire, on est vraiment en phase de dev. L'idée, c'est de récompenser nos premiers acheteurs qui soient des testeurs dans une version fermée pour vraiment adapter et proposer un jeu de qualité à l'ensemble de notre communauté. Et en fonction de ça, l'idée, c'est voilà, moi, je suis ambitieux et j'aimerais vraiment un lancement du jeu le week-end du Prix d'Amérique, mais voilà, c'est vraiment l'objectif qu'on a, donc on va essayer de tout faire pour tenir ce créneau de fin janvier, enfin voilà, premier trimestre quoi. Mais Gilles vraiment, Curins, si on peut c'est une tenir question ce pour vous, Pierre. Oui. Qu'en pensent les sociétés de course? Est-ce que vous avez rencontré C'est vrai que, oui, le président on avait retiré les Barjon, mots de le la président Rothschild, ou je sais pas, Pierre Préau de la fédération? Est-ce que vous avez des contacts et qu'en pense-t-il? Tout à fait. On a rencontré donc Monsieur Barjon courant de l'été, donc on est en discussion avec le TRO. On a rencontré Monsieur Deloy, France Gallo récemment à Deauville au mois d'octobre. On attend un premier rendez-vous avec Monsieur de Rothschild. Voilà, l'idée c'est vraiment de travailler main dans la main avec les institutions pour reverser également une commission aux institutions. Donc nous on est prêt à collaborer. Donc c'est en cours de discussion et en cours de tractation. Il me semble, je pense savoir que les sociétés de course sont très intéressées par rapport à des projets de votre genre ou de ceux des Queen par rapport à ce qu'elles aux revenus supplémentaires, même si c'est pour le moment pas grand-chose que pourraient générer ces nouveaux produits qui s'adressent à une clientèle qu'on n'est pas habitué à voir aux courses. On est d'accord avec ça? Exactement. Ben voilà, on a tout dit, mon cher Pierre. Ben écoutez, vous reviendrez à la fin du meeting d'hiver, si j'ai bien compris, pour nous parler du lancement, pour le coup, officiel du jeu, qui va intéresser ceux qui achètent dès maintenant des cartes NFT, à la condition d'être inscrits chez vous et de suivre les ventes au rack. Nous sommes d'accord avec ça? Exactement, ben, et j'en profite bien, même de ce passage. Merci Dominique pour l'invitation. Monsieur Curens, je pense que vous pouvez trouver autour de la table mon numéro et on peut échanger pour savoir si vous êtes intéressé pour les chevaux dont vous êtes propriétaire, et en l'occurrence Gladys des Plaines. Vous avez Gaz d'Ocagne aussi qui aligne les bâtons. Hein. Il y a du cheval. Il a même quelques petits galopeurs. Il court le quintet lundi. Et bah voilà. Et puis à tous ceux qui nous écoutent, même si la première émission avait eu du succès pour nous, bah voilà, n'hésitez pas à nous contacter, ou même sur orac.com, tout en bas maintenant, il y a un petit encart en tant que propriétaire et vous pouvez laisser votre adresse mail et les chevaux dont vous avez la possession, et puis nous on reviendra vers vous pour vous proposer un contrat avec les commissions qu'on reverse qui sont bien plus importantes que 10%. Et on pourrait imaginer que vous vendiez une carte NFT de Gilles Curins. On va commencer. Le problème, c'est ça. On va commencer par un produit simple. Déjà, les chevaux, il y a une forte barrière à l'entrée pour des néophytes. Une fois qu'on aura vraiment de la crédibilité sur l'aspect des courses hippiques, on pourra s'étendre, comme on l'a dit, à la partie élevage et pourquoi pas après à la partie entraîneur, jockey, driver. Enfin, il y a tellement de choses qui sont possibles, mais faisons les choses dans l'ordre et dans le temps. Il y a Gilles Guazoué qui vient d'arriver, qui vous salue, qui me dit qu'il a signé avec vous hier. Exactement. Vous êtes, je lui passe le bonjour voilà. s'il écoute. Voilà, j'hésitais à venir. Gilles peut en cacher un autre. L'écurie costarmoricaine, Gilles Guazoué, c'est ça. Oui, on a fait signer. De tous les chevaux. On a fait signer Impulse déjà, oui. Avec un potentiel. Oui. Comme on dit dans le domaine boursier, il faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Ouais. N'est-ce pas? Et puis il y aura un cas bientôt qui est qualifié dans l'écurie Chavat qui s'appelle Kaiser Begonia, qui sera en signature courant de 2023. Bon, voilà. Là, on n'est pas sur des cartes groupe 2, si? Non, pas encore. Pas encore. Mais potentiel. On en mais rêve. En fait, Dominique, les cartes groupe 2 ou groupe 3, c'est en fait quand un cheval va courir une course groupe et qui sera dans les 3 premiers, il aura le droit à sa version groupe 3, groupe 2, groupe 1. C'est ça la beauté au fil des courses hippiques qu'on souhaite mettre en avant. Pierre, on se retrouvera au mois d'avril. Ça vous va? Très bien. Le rendez-vous est pris. Un invité qui vient d'arriver, on va peut-être en parler un peu. On va commencer par ça. C'est Jean Dindy. Bonsoir, Jean. Ouh là là, cassez pas le verre. Cassez pas le verre de mouette, parce que sinon il y a Arnaud Jacquinet qui va pas être content. Bonsoir Jean. Me mettez pas mal avec Arnaud. Voilà. Bonsoir Dominique. Bon, tant que vous êtes là, parce que Pierre va nous quitter, les NFT, les cartes NFT, ça vous parle? Et Queen, Oracle, c'est un univers qui vous est familier ou pas du tout? Pas du tout, mais je suis absolument convaincu qu'il faut s'y intéresser.
Et je suis absolument convaincu et assez rassuré par les propos que j'ai entendus de dirigeants de l'institution des courses, PMU, Société de courses, sur l'attention qu'ils y portent. Je pense que c'est une bonne chose, même si j'y comprends pas grand-chose. Vous êtes un peu comme moi, mais quand on écoute Pierre, on comprend tout de suite un peu mieux derrière. Allez. Je tiens juste à préciser Allez-y, que les Pierre. cleans, ce n'est pas des NFT, tout simplement. C'est pas des NFT, bien sûr. J'ai jamais dit ça. J'avais dit que c'était du métaverse. C'est pas du métaverse. En fait, le métaverse, je crois que ça n'existe pas encore. Impressionnant. Je sais pas. Un peu le principe. Bon, allez, Pierre, on se retrouvera en avril. Merci. Merci, bonne émission. Merci. Ce week-end ont lieu les 48 heures de l'obstacle. Je le disais en préambule. Est-ce que ce sont les 48 heures ou les 24 heures? Parce que sur ces 48 heures, on rend tout de suite un quintet, un Z5 à l'hippodrome de Vincennes, puisque le quintet de samedi est organisé à Vincennes. Celui de dimanche sera effectivement organisé à Auteuil, mais on perd la discipline de l'obstacle, perd une vraie exposition, parce que quand on est Réunion 1 Premium avec le Z5, le Quintet Plus, c'est toujours mieux que d'être placé en 2 ou en 3, à voir, ça c'est la première chose. Et pire que cela, je trouve, on met Vincennes et Auteuil en concurrence, et le samedi et le dimanche, alors que le public, à mes yeux, de l'obstacle est pratiquement identique à celui du trot à Vincennes. On voit, lorsqu'on va à Vincennes, les mêmes parieurs d'un côté et de l'autre. Jean Dindy, vous êtes notre invité. L'obstacle est une discipline qui vous tient à cœur, c'est la première chose. C'est une discipline dont vous avez porté pendant quelques longues années la responsabilité, puisque vous étiez président du Conseil de l'obstacle, vice-président à ce titre de France Gallo. Je me souviens que l'obstacle a commencé à être attaqué à votre époque, puisque vous avez été, on en avait parlé, l'un des premiers à rendre un quintet. Et je vous avais posé la question à l'époque en off, parce que, étonnamment, vous n'êtes jamais venu à Radio Balance. Je suis très surpris. Ça fait pratiquement 20 ans qu'on existe. Vous n'êtes jamais venu à Radio Balance. Ce qui ne m'a pas empêché de l'écouter. On est bien, mais c'est très gentil à vous. Et on vous avait critiqué à l'époque, et on s'aperçoit qu'on a affaire à une discipline qui va, passez-moi l'expression, à volo. Non, je ne dirais pas qu'elle va à volo, je dirais qu'elle est parfois victime effectivement d'un certain nombre d'attaques, plus ou moins justifiées, et elle est aussi victime d'un rééquilibrage entre les différentes disciplines. Et c'est vrai qu'il faut s'entendre avec le trot, et que le trot, il réclame aussi sa part de visibilité, sa part de quintet, sa part de samedi, sa part de dimanche, et qu'il y a un moment où il faut faire des concessions. Puis il y a un moment où il faut non pas arrêter de faire des concessions, mais que le partenaire d'en face arrête d'en demander plus. Le cas de samedi, il est un peu particulier. Parce que cette année, le week-end de l'obstacle est décalé de 8 jours. Alors, ce qu'a expliqué Julien Philippon la semaine dernière, c'est que l'année dernière, on avait eu beaucoup de casses en septembre, ce qui avait fait qu'il manquait de chevaux, de bons chevaux pour les 48 heures de l'obstacle. On a pris les devants cette année en reculant d'une semaine. Le fait est qu'on tombe sur un week-end du 11 novembre. Il n'est pas anodin qu'on enregistre le jeudi, nous, plutôt que le vendredi. On a l'impression que, moi j'ai un peu l'impression que le mauvais sort s'acharne sur la spécialité de l'obstacle. En fait, lorsque j'étais vice-président chargé de l'obstacle, on m'avait demandé d'essayer de décaler ce week-end. Et j'y travaillais avec l'idée de le décaler, mais je ne voulais pas qu'on perde ce quintet. Et donc je ne l'avais pas fait. L'idée, c'est effectivement que les préparatoires ou les préparatoires des préparatoires ne se courent pas fin août en terrain trop ferme et qu'on puisse tout décaler de 8 jours. Ça nous a amené à demander aux trotteurs si on pouvait décaler le monument qu'est le meeting d'hiver. Bon, ce qui était extrêmement compliqué. Bon, donc moi, j'ai renoncé. Jacques Détré a pris une autre solution qui est de le faire, de céder ce quintet du samedi au trot, et de continuer à discuter avec le trot pour réamener ce calendrier. Ce n'est pas un truc immuable, même si, à mon avis, il faut qu'il ait une certaine stabilité pour pas que les spectateurs soient perdus et qu'ils aient des points de repère d'une année, des rendez-vous d'une année à l'autre. Mais néanmoins, ce n'est pas un truc immuable, et peut-être qu'on pourra trouver un accord avec le trot. Peut-être que le trot, un jour, considérera que son meeting d'hiver peut être raccourci parce qu'il est... Moi, j'entends des gens qui disent parfois qu'il est peut-être trop long et qu'avoir une semaine de moins, ça serait peut-être bien. Peut-être que le laisser... J'en sais rien, puis c'est pas mon business, mais le laisser dans son format actuel, mais le décaler de quelques jours, c'est peut-être possible. De faire un autre échange entre deux samedis. Bref, c'est pas définitif. Je pense que Jacques Détré, il a fait un pas qui va dans le sens des professionnels, de décaler le grand week-end de l'obstacle de 8 jours.
Ça, du coup, on a une balle perdue qui est ce samedi-là. C'est, à mon avis, pas définitif. C'est pas définitif. Est-ce que on a 2 grands rendez-vous d'obstacles dans l'année. On a le week-end du Grand Steeplechase de Paris et on a ces fameuses 48 heures de l'obstacle. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de revenir ou de venir concernant ces 2 grands temps forts de l'année pour la spécialité à des week-ends protégés? Alors, c'est un vrai sujet. On avait commencé par le faire. On s'est rendu compte d'une chose. D'abord, on perdait beaucoup d'argent parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à ces courses-là, qui sont devant leur télé, qui sont dans les points courses et qui, quand on n'est pas sur l'hippodrome, entre 2 courses, s'il y a qu'une demi-heure, s'il y a une demi-heure et pas de course entre-temps, on s'ennuie. Et donc, c'est une perte sèche. C'est un manque à gagner de gens qui ne jouent pas pendant ce temps-là. Il y avait autrefois l'Arc de Triomphe se courait protégé. Mais pendant ce temps-là, les gens Vincennes, le Prix d'Amérique a été protégé. Depuis qu'on a mis des courses à Strasbourg en face de l'Arc de Triomphe, on fait un bien meilleur chiffre d'affaires. Et les gens qui sont aux courses à Strasbourg et les gens qui sont devant leur télé, ils ne s'ennuient pas pendant la demi-heure. Nous, on est ravis sur l'hippodrome parce qu'il y a les chevaux qui tournent en rond de présentation, il y a l'ambiance, etc. Mais vous êtes devant votre télé, vous êtes ravis d'avoir les courses de Strasbourg. Donc, c'est vrai que sur le plan intellectuel, c'est une bonne idée. Sur le plan financier, c'est pas du tout une bonne idée. Alors, l'obstacle est attaqué de toutes parts déjà dans le calendrier, puisque tout le monde tire un peu à ça. Jacques Détré, aujourd'hui, fait son maximum avec ses professionnels qui sont... j'ouvre la parenthèse et je la referme. On a quand même une discipline qui, humainement, est extrêmement dynamique parce que c'est peut-être celle où on a les plus jeunes socioprofessionnels. Vous voyez, les professionnels du galop, ce sont des professionnels... excusez-moi du peu, mais vieillissants, alors qu'on a une vraie manne de jeunes gens, de jeunes professionnels de talent en obstacle. Et à l'inverse, paradoxalement, la discipline subit des attaques de tous. On a le Race & Care, on a un Auteuil qui, de plus en plus, baigne dans son jus. Aucun investissement n'est fait sur le site. On a des bruits de part et d'autre. On avait déjà perdu, il y a quelques années, Anguien au profit, entre guillemets, de Compiègne. Ça va se finir comment tout ça? Vous êtes un homme quand je vous énonce ces différents faits, il y a de quoi s'inquiéter ou vous restez malgré tout optimiste? Bien sûr, il y a encore de gros nuages noirs au-dessus de la tête, pas seulement de l'obstacle. Des courses, du marché des jeux en France, de plein de secteurs économiques. Donc je suis pas d'un optimisme béat, mais il y a plein de choses qui se sont passées en obstacle. Vous disiez au bénéfice de Compiègne, le parcours de Compiègne d'hier n'était en aucun cas de la qualité de celui d'aujourd'hui. Il y a des tas d'hippodromes qui ont fait des progrès considérables. En région parisienne, regardez l'évolution de l'hippodrome de Fontainebleau qui s'est énormément transformé. Mais en région, des petits hippodromes, sans que ça soit péjoratif de ma part, regardez le parcours d'un hippodrome méconnu comme Lignières en Berry. Il y a plein d'hippodromes qui sont des portes d'entrée formidables pour attirer du public, parce que c'est un spectacle merveilleux. Pour attirer des propriétaires, vous parliez tout à l'heure de la connexion avec le trot, et Jean-Michel Bazir doit surtout lire les programmes d'obstacles ce week-end parce qu'il a un partant de très haut niveau. Je pense que l'obstacle est un carrefour dont on ne pourra pas se passer. Donc je suis raisonnablement pessimiste. On a accueilli il y a 3 semaines Emmanuel Clayeux parce qu'on a appris que la discipline, la spécialité de l'obstacle allait perdre l'année prochaine 149 courses, ce n'est pas anodin, essentiellement PMH. Et là encore, bon là on parle pas de la gouvernance tout de suite, mais le fait est là, 149 courses à supprimer. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de courses creuses. Il nous a été expliqué dans un communiqué qui nous a été envoyé par France Gallo que des courses creuses parce que moins de chevaux et on a augmenté l'offre de courses. Donc je veux dire, mathématiquement, on a moins de partants par course. Là, on supprime des courses justement pour remplumer un peu celles qui existent. Ça vous inspire quoi tout ça, mon cher Jean? Je sais que vous avez préparé une petite feuille avec des chiffres. Est-ce qu'il était nécessaire d'abord de supprimer des courses sur certains petits hippodromes? Alors je vais essayer de vous répondre avec beaucoup d'humilité parce que, comme vous l'avez souligné, j'ai été longtemps, 12 années, c'est long, président de l'obstacle. Et si j'ai beaucoup résisté à cette tendance qui consiste à faire de l'obstacle bashing, j'ai pas mal résisté, mais j'ai pas beaucoup inversé la tendance. Donc il faut être relativement... je suis contraint à pas mal d'humilité dans ma réponse.
sur 13 ans, les 13 dernières années, il y a eu 6% de courses en moins d'organisées. Et en face, il y a 20% de chevaux en moins qui ont couru, de chevaux différents qui ont couru en obstacle. Donc, on ne peut pas ignorer cet état de fait. Il y a 1000 chevaux de moins pour un nombre de courses presque équivalent sur les 13 dernières années. C'est un vrai problème. Ça fait 27% des courses d'obstacles premium qui sont dites courses creuses, c'est-à-dire moins de 8 partants, donc en dessous du seuil de rentabilité, si je puis dire. Bon. Donc ça, on ne peut pas l'ignorer et je ne peux pas critiquer France Gallo de se soucier de ce sujet. 150 courses, 149 courses menacées. D'après ce que j'ai compris, c'est encore à l'étude et on peut espérer que ça va être moins. Quand je dis on, je pense que les amateurs d'obstacles l'espèrent, que les sociétés de courses organisatrices l'espèrent, parce que c'est un vrai problème aussi pour organiser des réunions. Quand vous aviez des réunions mixtes, plat, obstacle, trop, et qu'on vous dit vous enlève 2 réunions d'obstacles, je ne sais pas comment vous faites pour organiser votre réunion. Donc il y a plein de gens qui espèrent qu'on va un petit peu amender ce chiffre-là. Moi, je l'aurais, et encore je le dis avec beaucoup de modestie, j'aurais peut-être pas fait tout à fait comme ça. Parce que ce que je crains beaucoup, c'est qu'en supprimant des courses, et ce ne seront pas les meilleures courses d'Auteuil qui vont être supprimées, en supprimant des courses dans les régions, on va suggérer à des propriétaires de laisser tomber parce qu'il y aura moins de courses près de chez eux. Emmanuel Crieux qui nous dit que je veux dire, ce qu'on lui propose, c'est 30% de son chiffre d'affaires annuel en moins. Oui, alors c'est pas anodin. Bien sûr, c'est 30% de son chiffre d'affaires en moins, mais ces chevaux vont aller courir d'autres courses. Et avec le talent qu'on lui connaît, il ne va pas perdre 30% de son chiffre d'affaires. Mais je crains qu'il y ait des propriétaires qui laissent tomber ou qui diminuent la voilure parce qu'il y aura moins de courses près de chez eux. Et donc là, on a dit très bien, on va augmenter la moyenne des courses qui restent, mais on n'a pas pris en compte, parce qu'on ne sait pas le prendre en compte, parce qu'on ne l'a pas testé, donc c'est un peu au doigt mouillé si on le fait. On n'a pas pris en compte le fait qu'il allait peut-être encore avoir moins de chevaux et qu'on rentre dans une espèce de spirale de récession qui fait que moins de courses, moins de chevaux, moins de partants, moins de courses, et que si on caricaturait, un jour on aura 2 courses et 2 partants. On a déjà vu des courses à 3, oui. Qu'on ne voyait pas avant en France, on les a maintenant. Un chiffre pour justement préciser pourquoi il est grave d'avoir des courses sans partants. Cela coûte au galop en termes de chiffre d'affaires 46 millions d'euros à l'année. C'est pour ça qu'on ne peut pas ignorer cet état de fait. Simplement, pour moi, il y a 2 philosophies qui s'opposent. L'une qui consiste à dire on regarde le nombre de chevaux à l'entraînement et on dit on y adapte les courses. Et l'autre, que je préfère, qui est de dire on ne se satisfait pas du nombre de chevaux à l'entraînement et on réfléchit aux mesures à prendre pour faire revenir des chevaux à l'entraînement. Et Jacques Détré, ça, il l'a bien compris, puisqu'il y a 2 ans, je me souviens d'avoir été convié par lui à une réunion à Tours, qu'il avait baptisé séminaire de réflexion sur l'avenir de l'obstacle, d'où sont sorties un certain nombre de mesures très concrètes. L'augmentation du nombre de handicaps, une hiérarchisation différente des allocations avec des primo-propriétaires, avec une politique d'aide au maintien des femelles pour éviter qu'il y ait trop de bonnes souches de femelles qui partent vendues à l'étranger. Tout ça, c'est des mesures de moyen long terme. Et ces mesures, elles commencent tout juste à prendre effet cette année. Et moi, je pense qu'il ne faut pas se précipiter à bouleverser les choses. Et que les mesures que Jacques Détré a commencé à initier il y a 2 ans, elles commencent à porter quelques effets. Parce que ce sont des mesures cycliques et un cycle dans les courses, c'est 10 ans. Mais oui. Alors, déjà cette année, si vous regardez les chiffres du nombre de courses creuses à l'automne, c'est plutôt pas mal. Et dire sur l'année, je pense que Jacques Détré aura remonté un petit peu, aura interrompu la chute ou limité la chute. Et je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ces mesures qui ont été prises par Jacques Détré il y a 2 ans, il faut leur laisser le temps de prendre de l'effet. Alors je sais bien que la situation financière n'est pas facile et quand je dis qu'il faut laisser le temps, c'est plus facile à dire confortablement installé dans votre fauteuil que dans celui de vice-président de l'obstacle. Mais quand même, on a pris des mesures il y a 2 ans et on se précipite un peu maintenant pour modifier les choses alors que ces mesures n'ont pas encore produit leurs effets. Vous me demandiez si j'étais optimiste. Oui, je suis plutôt optimiste quant à l'efficacité d'un certain nombre de mesures qu'a pris Jacques Détré. L'augmentation du nombre de handicaps. Quand on augmente le nombre de handicaps, mécaniquement, et on le voit très bien, on augmente le nombre de partants. Quand on change des conditions, de course à conditions justement, pour en faire des courses à handicap, ça marche plutôt. Il faut laisser le temps au temps, et je sais bien, on n'a pas le temps parce qu'on a moins d'argent, mais moi j'aurais pas fait ça. Je ne ferai pas, puisque c'est pas encore acté, décidé, je ne ferai pas les choses aussi brutalement que je l'entends dans la prévision d'origine.
C'est très intéressant ce que vous dites, mon cher Jean. On a eu une conférence de presse extrêmement intéressante au Trot, pour le coup, cette semaine, avec le président du Trot, Jean-Pierre Barjon, qui a présenté les prix d'Amérique Récise, dont la première levée sera le prix de Bretagne, la qualif 1 le 21 novembre, me semble-t-il. Le 20 ou 21 novembre. Le 20 ou 21 novembre. Et surtout, parce que vous savez, on a parlé au moment du début de la présidence de Jacques Détré, il y a 3 ans, du 2 tiers, 1 tiers, qui a été retoqué par le conseil d'administration. Vous étiez favorable au 2 tiers, 1 tiers, vous ? Juste oui ou non? Non, oui, bien sûr. J'ai passé 12 ans à me battre pour ça. Il n'a pas été retoqué. Il a été refusé de l'inscrire, de le graver dans le marbre, de l'inscrire dans le statut. Voilà. Mais le 2 tiers, 1 tiers est toujours d'actualité. Vous savez qu'au Trot, on a aussi 2 tiers, 1 tiers. Au Trot, on a 2 tiers, 1 tiers. On a 2 tiers de course au Trot attelé et 1 tiers de course au Trot monté. Et il n'était pas question pour les... parce qu'on dit le Cornulier, qui est l'épreuve reine du... on a quand même une crise de partant. Hein, bon, on a une crise de partant. Et pour le coup, à peu près, on a à peu près les mêmes situations, avec une discipline qui est un peu une spécialité qui est le parent pauvre de la discipline. Le Trot monté, haute pour le Trot. L'obstacle pour le galop. On va le dire comme ça, 2 tiers, 1 tiers. Oui, sauf que j'ai cru comprendre qu'au Trot, il n'était pas question de réduire le nombre de courses. Pas du tout. Mais surtout, donc qu'il y a une autre voie que la réduction drastique du nombre de courses. Et là, on a, je veux dire, Jean-Pierre Barzon et ses équipes ont imaginé de travailler l'image du Trot monté, et c'est là qu'on a les Cornulier Récises, une image très classe, un peu empruntée au galop d'ailleurs, puisqu'on a les codes du galop, et à croire que ce que vous n'arrivez pas à faire avec l'obstacle, Jean-Pierre Barjon va réussir avec le Trot monté. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'il ne fallait pas, plutôt que faire des mesures qui sont importantes, vous me parliez des juments, de manière à ce qu'on conserve un peu plus de chevaux, des mesures extrêmement structurelles, est-ce qu'il ne fallait pas aller sur un terrain plus conjoncturel pour travailler, par exemple, l'image de la discipline de l'obstacle auprès des parieurs et auprès de la population française? Parce qu'on va en parler, on n'aura pas le temps, mais Reisenker, la cravache, les chevaux qui meurent sur le champ d'honneur, les obstacles qui ne sont pas sécures partout. Au Teuil, on a de très beaux obstacles. Ce n'est pas le cas sur tous les hippodromes. On a des cas quand même où on a eu affaire à des obstacles qui étaient plus des hachoirs que des obstacles. Je ne vais pas les citer parce qu'ils vont se fâcher, mais on les connaît, ces gens-là. Est-ce qu'il ne fallait pas aller sur essayer de faire en sorte de faire remonter dans le cœur des Français le cheval d'obstacle et la spécialité, un peu comme Jean-Pierre Barjon le fait avec des Cornulier Récises pour le Trot monté? Mais Dominique, moi je suis plutôt fromage et dessert. Voilà. Je ne crois pas. Tout vous va. Je ne crois pas qu'il faille opposer les deux. Je crois qu'on le fait. Je crois qu'il y a beaucoup d'hippodromes d'obstacles ou qui ont disparu parce qu'ils étaient dangereux, ou qui ont eu les moyens financiers mis à leur disposition par la fédération et par les mécanismes de solidarité pour qu'ils améliorent leurs obstacles. Moi, j'ai beaucoup participé comme vice-président, par exemple, à la rénovation du parcours de Haie-de-Cagne, qui était accidentogène, qui ne l'est plus. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Mais comme vous le disiez, les courses, c'est un cycle long. C'est long de restaurer une image. C'est long de réattirer des gens. Vous faisiez à juste titre tout à l'heure allusion au nombre de jeunes entraîneurs. Et il y a effectivement un paradoxe. Il y a une concentration incroyable, bien plus qu'en plat, des effectifs chez 3 ou 4 entraîneurs en obstacle. C'était la question de Gilles Curins. On n'a pas l'équivalent au Trot quand on a connecté. Ce que je disais en aparté. Vous avez François Nicole, Guillaume Macaire, Arnaud Chaillet. Vous avez 3 entraîneurs qui font la moitié des partants. Mais attention, ça devient un peu comme ça aussi au Trot pour les bons chevaux. Les bons chevaux sont concentrés chez beaucoup les mêmes entraîneurs. Et en même temps, vous avez, derrière les 3 gangs qu'on vient de citer, plein de jeunes entraîneurs, des Mériennes, des Linders, Linders et Linders. Des trentenaires, c'est ce que je disais. Des Michael Serror. La richesse professionnelle de ces deux... Vous en avez plein, des entraîneurs talentueux et dont tout le monde sait qu'ils sont extrêmement capables. Mais ça prend du temps. Regardez Guillaume Macaire, c'était extrêmement intelligent ce qu'il a fait de s'associer avec un jeune qui était Hector Delagenette. Je pense que ça prend du temps, mais que petit à petit, cette concentration a atteint son maximum et que, comme il y a une quinzaine de jeunes entraîneurs, j'ai commencé à en citer, mais je ne vais pas tous les citer, mais Bourgard, Bois-Brunet, il y en a plein comme ça, qui attendent juste derrière. Et je suis assez optimiste que dans la décennie à venir, c'est vous, Dominique, qui parliez de décennie et de cycle long, vont prendre la relève et que la répartition des choses se fera mieux.
Voilà qui est dit. Vous n'êtes pas seulement passionné par l'obstacle, vous aimez aussi le galop. Et on a eu de cesse à Radio Balance, on nous en veut d'ailleurs pour cela, de critiquer le galop ouvertement parce qu'on a l'impression qu'au plat, je parle du galop au plat, rien ne va bien non plus. On a eu des audiences catastrophiques pour les 2 derniers prix de l'Arc de Triomphe. C'est quand même la pépite du galop avec 25 000 spectateurs sur le week-end. 25 000 spectateurs sur le week-end pour cette édition 2022. Ils étaient 15 000 en 2021 dans un hippodrome qui peut en contenir 60 000. Et il y a quand même un problème. Alors, moi, d'abord, oublions les 15 000 du coup d'avant, parce qu'on était. C'est vrai qu'on était avec une jauge. On était en année Covid, c'est un peu particulier. Mais en année Covid, à Vincennes, on refusait du monde, puisque quand on a jaugé le prix d'Amérique 2000, celui de cette année, 2021, on a refusé du monde. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas gratté la tête. Je veux dire, on aurait jaugé le prix de l'Arc de Triomphe à 20 000, on n'aurait refusé personne, on n'en aurait pas eu assez pour l'Empire. Alors, le prix d'Arc de Triomphe, le tout récent à 25 000 spectateurs, je suis intervenu au comité de France Gallo pour dire que ça ne me semblait pas satisfaisant. C'est le maximum qu'on puisse faire dans le Longchamp d'aujourd'hui. 60 000, c'était le vieux Longchamp, l'ancien Longchamp, celui qui a été détruit. Le nouveau Longchamp, à 25 000, on est confortable, on accueille dans des conditions confortables 25 000 personnes. Au-delà, ce n'est pas confortable. Au-delà, ça veut dire qu'on peut créer des structures mobiles. Il y a des structures mobiles. Vous avez été à Cheltenham, vous avez vu ce que c'est que des tribunes mobiles. Maintenant, ce n'est plus des tribunes en plastique avec des gradins moches. On peut faire des trucs très bien. Simplement, ça coûte cher. Et donc, il y a un équilibre budgétaire à trouver. Mais je pense, comme vous, qu'on ne peut pas se satisfaire de 25 000 spectateurs. Mais que si on mettait le bon prix. Alors, je vais vous arrêter, Jean, parce on pourrait avoir 50 000 lorsque personnes. Je vois le nouveau Longchamp et je vais sur le site du nouveau Longchamp, on m'indique capacité 60 000. Oui, 60 000, Voilà. à condition d'ouvrir les pelouses. Oui. Et de mettre des structures pour accueillir. Que nous, ce qu'on veut, c'est accueillir correctement les gens. Si c'est pour mettre un troupeau de gens sur la pelouse sans leur donner les grands écrans, sans leur donner des gradins pour voir les courses, c'est pas la peine. Et c'est le choix qu'a fait France Gallo, c'est de dire cette année, on n'investit pas dans des structures mobiles. Si on veut recevoir dans des conditions correctes, avec des toilettes en nombre, avec des bars en nombre, d'abord c'est les bars et après c'est les toilettes, avec des écrans en nombre, il faut investir. Il y a un équilibre économique à trouver. Vous savez, le nouveau Longchamp, il est assez récent, il faut trouver ses marques. J'oublie, en enlevant les 2 années Covid qui étaient un peu particulières. Moi, en tout cas, comme vous, je ne me satisfais pas de 25 000 personnes. Puisque vous n'êtes jamais venu à Radio Balance, je vais vous poser la question. J'ai quand même personnellement l'impression que le nouveau Longchamp est totalement surdimensionné pour notre époque. Est-ce que vous avez totalement approuvé le projet ou est-ce que vous aviez à l'époque émis des réticences? On parle de la présidence de Bertrand Bélinguier. Ah mais c'est un secret pour personne que je suis dans les rares qui ont voté contre ce projet que je n'aimais pas. Bon voilà, je me suis habitué à son aspect esthétique, ce bâtiment dans le bois de Boulogne. Je persiste à penser qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire à l'intérieur pour le rendre agréable en termes de circulation et de confort. Je suis très surpris qu'il soit venu à l'esprit de personnes de travailler sur les pistes, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une piste qui donne satisfaction à tous les professionnels à Longchamp, parce que pendant 2 ans, elle est restée en jachère, ce qui n'existe pas dans un monde normal et rural. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu retravailler en même temps qu'on travaillait les tribunes, les nouvelles écuries, le rond de présentation, de nouveaux restaurants, réfléchir avec un plan de 30 ans sur essayer de mettre de la PSF, mettre de l'éclairage, de manière à en faire un vrai pôle, comme Vincennes peut être le pôle du Trot à Paris. Alors tout ça a été regardé. La piste, c'est vrai qu'elle était ignoble à la réouverture. Je n'entends plus ces critiques-là aujourd'hui. C'est-à-dire que la piste a été énormément travaillée par nos techniciens. Et on salue Charles de Cordon, d'ailleurs. Charles de Cordon. Et je crois qu'aujourd'hui, la piste ne fait plus l'objet des critiques qu'on a entendues à la réouverture. L'éclairage avait été regardé et on nous avait expliqué que la PSF et que les deux risquaient de ne pas obtenir l'autorisation de la ville de Paris. Parce que même si à Vincennes ça a été fait, mais il y a une autre époque où
où l'écologie avait moins d'importance, on est dans le bois de Boulogne et que monter des mâts avec des éclairages, ça nécessite des autorisations très compliquées. Est-ce que les dossiers ont est un con d'abord, oui. Ça chacun le sait. Pas moi, je m'occupais de l'obstacle. Voilà, mais bien sûr. Mais est-ce que des dossiers, à votre connaissance, ont été transmis à la mairie de Paris pour faire des études de faisabilité, des études je veux dire, tout ce schéma qui est un schéma lourd et qui peut amener à ce qu'on ait la PSF à Longchamp et l'éclairage. Je ne sais pas administrativement voilà. où ça a été. Moi, j'ai vu des plans. J'ai vu des plans avec la petite piste en PSF, sauf que je vous rappelle que la PSF, c'est pas juste du sable, c'est du sable avec du produit chimique dedans, et qu'un certain nombre de réponses nous ont été faites en disant on est en bordure de Seine, à fleur de la nappe phréatique, et que c'est donc très compliqué. Les mâts avec les éclairages, on est dans le bois de Boulogne, dans un site protégé. Je ne sais pas jusqu'où on a été avec la mairie de Paris. Je ne sais pas si formellement on a demandé des autorisations, on ne les a pas eues. Mais finalement... Et en même temps, c'était étonnant que vous me disiez ça, parce que moi, je ne suis pas expert en sol, mais à Deauville, on a une PSF. On est à fleur de nappe aussi à Deauville, puisqu'on est sur des anciens marécages. Pourquoi ce qui est possible à Deauville ne l'est pas à Longchamp? Et pourquoi est-ce qui est possible avec un maire très proche des courses ne serait-il pas plus facile qu'avec une élue de la ville de Paris Quand on s'appelle Hidalgo, on est quand même proche du cheval. Oui, mais je crains. Elle est bonne, celle-là, j'y suis pas noté. J'ai pas eu le sentiment que la ville de Paris considérait les courses comme une préoccupation importante. J'ai ce sentiment un peu plus chez Philippe Augier. Je pense que c'est plus facile pour les courses de discuter avec Philippe Augier qu'avec Anne Hidalgo, même si Anne Hidalgo nous a permis de revoir les baux d'Auteuil et de Longchamp. C'est pas une critique violente que je fais là, simplement c'est une constatation. C'est sûr qu'on a un maire avec lequel on a une oreille plus attentive à Deauville qu'à Paris. Autre sujet dont on a parlé régulièrement, il y a des affaires qui sont tombées sur le galop, sur le trot, qui ont fait quand même du mal aux courses. Je parle de l'affaire Rossi, je parle de l'affaire Emo 15. Ces affaires-là, on va pas revenir là-dessus, mais elles ont quand même mis en lumière des failles dans la politique antidopage, pas seulement du trot, pas seulement du galop, pas seulement de la fédération, mais de l'institution en son entier. Personnellement, je considère la lutte antidopage comme quelque chose de régalien qui devrait être pris à bas-le-corps par les présidents des deux sociétés mères. On n'a pas vu de réforme venir concernant cette politique antidopage qui demande sans doute un redimensionnement de la lutte contre le dopage dans les courses. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à ce redimensionnement? Et je ne sais pas ce qu'il veut dire, ce redimensionnement, parce qu'au fond, on consacre un peu plus de 10 millions d'euros à la lutte anti-doping en termes de gestion du laboratoire. Depuis que les courses existent et qu'il y a de l'argent dans les courses, mais c'est pareil dans le foot, c'est pareil partout. Dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, il y a des tricheurs. Voilà, il y a des gens qui essayent. Bon. Qui essayent de tricher. Et il y a des... On joue aux gendarmes et aux voleurs, hein, sauf que le jeu n'est pas rigolo du tout. Il y a des gens qui essayent d'aller plus vite que le laboratoire, qui trouvent des substances, puis un jour le laboratoire rattrape le voleur, la marée chaussée passe, on chope les mecs. Et le cycle se continue. Il y a toujours des gens qui essayent d'avoir un temps d'avance sur le laboratoire pour essayer d'avoir une part du gâteau plus importante que celle qu'ils ont, mais de manière imméritée. Ces gens-là, on n'a pas baissé la garde, on continue. Et je dirais même, on a renforcé avec des moyens que nous, société de course, nous n'avons pas, mais que la police a bien décidé de mettre en œuvre. Nous, on a nos moyens, c'est-à-dire le laboratoire et les analyses. La police, ils ont des moyens d'écoute téléphonique, ils ont des moyens pour suivre pour faire des filatures, ils ont des moyens pour faire des perquisitions, ils ont des moyens qu'on n'a pas et qu'ils sont en train de renforcer à notre profit. Donc, je pense que la lutte anti-doping, elle se redimensionne non pas à notre initiative, mais à l'initiative de la police des Jeux, avec des moyens que nous n'aurons jamais, parce qu'on ne peut pas donner ces moyens-là, on ne peut pas donner à France Gallo ou au Trot des moyens pour faire des perquisitions, des filatures ou des écoutes téléphoniques, ça serait impossible. Mais globalement, les moyens mis à la disposition de la lutte anti-doping et de la lutte anti-triche de manière générale, elle se fait grâce à la collaboration que nous avons avec la police des Jeux. Vous vouliez intervenir, Gilles Curins? Non, il ne veut pas intervenir, Gilles. Ça, c'est un premier point. On parle des allocations aussi. Alors, elles vont augmenter l'année prochaine. On l'a annoncé au Trot. Il y avait conseil d'administration cet après-midi. Et on va vers l'exercice 2022 au niveau du jeu est bon. Je pense qu'on va annoncer à peu près pareil au galop. Il faut augmenter les allocations. C'est une question bête parce que oui, il faut augmenter les allocations. Mais dès le moment où elles augmentent de 5%, on ne suit pas l'inflation. On est bien d'accord, hein.
L'inflation est à 10. Non, mais effectivement, je crois que la construction, parce que je ne suis plus dans les instances exécutives. Mais vous êtes au comité quand même, vous voyez passer des documents. Comité, mais au comité, on nous présente le budget au mois de décembre. Et on a quelques minutes pour l'entendre et pour le voter. Donc, même pas pour le voter d'ailleurs, pour donner des observations dont le conseil d'administration tient ou ne tient pas compte. Donc, honnêtement, je ne suis pas informé. Bien sûr que c'est facile de dire qu'il faut augmenter les allocations. Et en même temps, il va falloir continuer à donner des indemnités, ça n'existe pas au trop, mais continuer à donner des indemnités de transport aux professionnels. On a le droit à 3 000 par cheval à l'année. On n'a pas ça au trop, mais au trop, on paye les 7 premiers. Parce qu'au trop, voilà. Voilà. Il va falloir chauffer. Je pourrais être entraîneur de trotteur. Hein. Mais bien sûr, j'ai aucun doute là-dessus. Il va falloir chauffer les hippodromes. Il va falloir tenir compte de l'inflation pour les coûts du personnel dans les sociétés, mais surtout dans les écuries. Donc je pense que les gens qui en ce moment sont en train de construire le budget 2023, ils s'arrachent les cheveux. Moi, personnellement, il y a longtemps que je ne peux plus me permettre cet exercice de s'arracher les cheveux. Mais je suis bien content, égoïstement, de ne pas avoir la préparation du budget à faire, parce que c'est très facile, là encore, dans ce fauteuil très confortable, de dire oui, il faut augmenter les allocations. Je pense que c'est très compliqué. Je souhaite qu'on trouve une solution pour le faire, mais ce n'est pas simple. Alors, côté piste, on va se rendre sur la piste. On boucle une année absolument exécrable pour le galop français. Je veux dire, on n'a gagné aucune grande course. Heureusement qu'on a eu l'éclosion d'un, on l'espère pour lui, on le salue, futur grand professionnel qui est Christopher Red, qui a gagné un beau groupe 1 lors du week-end de l'Arc de Triomphe. Pour le reste, je veux dire, même les Espagnols viennent nous battre et on a eu une année pratiquement 100% anglaise. On me dit pour le coup que c'est une histoire de cycle, qu'un coup c'est eux, un coup c'est nous. Je pense que c'est surtout eux maintenant tous les ans et de plus en plus régulièrement. Je pense que notre élevage est à terre, on n'a plus d'étalons de tête. On a un patrimoine génétique qui, eh bien, quand vous croisez fagot et bout de bois, à un moment donné, vous avez que des fagots et que des bouts de bois. Est-ce qu'on peut être inquiet pour l'élevage du pur sang français ? Moi, je suis pas inquiet pur sang élevé en France. Moi, je suis pas inquiet pour l'élevage du pur sang élevé en France. Je suis plus inquiet par l'absence de propriétaires et donc d'investisseurs pour acheter les chevaux qui sortent de l'élevage français. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus en France, pour des tas de raisons, des raisons macroéconomiques de fiscalité, etc. Mais aussi des raisons, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'attire pas assez des gens à avoir des chevaux de course. Je pense qu'il faut un programme un peu différent, avec une base plus forte. Qu'il faut que quand vous achetez un cheval, vous ne savez pas s'il va être bon ou mauvais. Non. Bon. C'est la pièce. Hein. Bon, et donc, je pense, c'est pour ça que je plaide, par exemple, pour qu'il y ait plus de handicap. Parce que quand vous achetez un cheval, s'il n'est pas bon, il faut que vous ayez une filière pour le rendre à peu près pas rentable, enfin qui ne vous coûte pas trop cher. C'est pour ça que je propose qu'on renforce toutes ces courses du milieu de la pyramide, de manière à ce qu'on puisse dire à des gens, achetez des chevaux, mettez-les en France, s'ils ne sont pas bons, s'ils sont dans la moyenne, vous allez quand même arriver à limiter la casse. Et vous avez un programme pour ça. Parce qu'on peut gagner, autant il faut le savoir, quand on est propriétaire de pur sang, on peut gagner beaucoup d'argent avec un cheval en valeur 28, je parle du plat, peut-être pas autant qu'un cheval qui est en valeur 42-43, mais en tout cas, on peut rentabiliser ou essayer de le faire rentabiliser son cheval. En tout cas, perdre moins d'argent. Les statistiques sont formelles. Je voudrais quand même tordre le cou à une rumeur qui dit qu'on gagne beaucoup d'argent avec un cheval en 28 et beaucoup moins avec un cheval en 41. En fait, vous prenez la moyenne, et c'est bien comme ça. Plus un cheval est bon, plus il est en valeur élevée, plus il gagne d'argent. Donc, heureusement. Mais c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Mais donc, c'est pas vrai que les courses françaises sont médiocres. Non, ce que je voudrais dire, c'est que si on dit aux gens, vous avez des alternatives, si votre cheval n'est pas bon, vous allez quand même trouver des portes de sortie. Plus vous avez de chevaux qui vont venir en France, plus dans le lot, il y aura des bons chevaux. Il y aura un pourcentage équivalent de mauvais et puis des bons. Et je pense qu'il faut qu'on réforme notre programme pour attirer plus de propriétaires dans le circuit français. Ce n'est pas l'élevage français, moi, qui m'inquiète le plus. Il y a des très bons étalons. Et puis, si les éleveurs veulent aller voir des étalons... Est-ce qu'il ne faut pas assouplir encore ? Parce que devenir propriétaire de chevaux, c'est extrêmement compliqué, réglementairement, aussi, fiscalement. Est-ce que j'ai quand même l'impression, parce que tout le monde nous parle d'écurie de groupe, vous avez vu aux États-Unis le cheval qui a gagné la classique. On salue Flavien Pratien avec Flitshire. Il y a 200 propriétaires, tous dans... On félicite. Et son père et son frère Alexis, 200 dans le rang de présentation, on ne voit pas ça en France. Les idées ont la vie dure, les images ont la vie dure.
Ce n'est plus tellement difficile d'avoir ces couleurs en France aujourd'hui. La procédure, vous avez des services, j'imagine autant au Troc qu'au Galop, qui sont là pour aider les gens à monter des dossiers. Les services de la police des jeux qui autrefois mettaient un mois, alors un que mois et maintenant demi, ils sont 2 mois. extrêmement réactifs, Extrêmement réactifs. Toutes les contraintes administratives ont été baissées. Aujourd'hui, vous pouvez monter une association de 20 copains avec chacun 10% d'un cheval, avec une procédure d'agrément accélérée. On croit toujours que c'est compliqué, parce qu'on vit dans l'ancien système, dans sa tête. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Vous êtes favorable à ce qu'on a. C'est certes, c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était. Ça peut encore le devenir plus, Sûrement. je pense, pour les courses de groupe. Est-ce que l'avenir, c'est les groupements, les syndicats, les grosses associations de propriétaires? Oui, à condition que ces associations soient aussi, et elles le sont, des portes d'entrée vers le fait d'être propriétaire individuel. Moi, je fais partie d'une écurie de copains qui s'appelle l'écurie Abus. On est 13 ou 14. Mais en même temps, vous le savez, Jean, il vaut mieux être plusieurs sur un bon coup que tout seul sur un mauvais. Oui, et puis en plus de ça, quand on a gagné, on vaut mieux être plusieurs à ouvrir la bouteille de champagne que tout seul à la boire. Donc, mais ce qui est amusant, dans l'exemple de l'écurie Abus, on est 13 ou 14. La plupart des 13 ou 14, ils sont aussi propriétaires à titre individuel. Donc il ne faut pas juste se dire il faut que les gens s'associent. Il faut que les gens s'associent et puis en même temps qu'ils vivent aussi leur vie de propriétaire individuel. Dites-moi, on a parlé comme ça, bâton rompu, avec les deux Gilles. Vous, l'année prochaine, il y a des élections qui vont être aussi cruciales pour le trot, parce qu'on ne connaît pas les intentions de l'équipe en place, que demain au galop. Vous-même, vous avez été président, vous avez été candidat à la présidence de France Galop. On vous sent toujours disponible? Oui, depuis 30 ans, je participe à la vie des courses. En fait, il y a trois. On dit toujours qu'il y a deux financiers dans l'institution des courses, qui sont les propriétaires et les joueurs. C'est évidemment vrai, on oublie les bénévoles. Parce que les bénévoles, ils sont plusieurs centaines, même plusieurs milliers, Trot Galop confondus, dans les sociétés de courses. Et s'il fallait quantifier ce qu'ils apportent en temps, ça représente énormément d'argent. Et moi, c'est aussi une voie que j'ai pour soutenir ma passion. J'ai toujours, depuis 30 ans, été dans plein de fonctions. Je suis toujours vice-président d'hippodrome en province. Je suis commissaire à France Gallo. Donc, il n'y a aucun doute que j'ai envie de continuer à servir ma passion. Ou, j'en sais rien. Comme vous l'avez dit, l'élection c'est dans un an. L'important c'est pas de savoir qui sera le prochain président, c'est pourquoi faire, avec qui, avec quel projet. Donc il est évident que dans la prochaine équipe, j'espère trouver une place, mais j'en ai une aujourd'hui. Je suis commissaire samedi à Auteuil, je suis très content. J'ai envie de continuer à servir ma passion, alors on verra où. Ben voilà qui est dit. Alors on parlait de jeunesse tout à l'heure, de cette extraordinaire richesse des jeunes professionnels de l'obstacle. Je vous propose d'accueillir Stéphane Delomo, vous connaissez, grand agent de jockey, grand par rapport à la surface, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de gens dans son écurie. Il est ancien jockey lui-même, donc ou ancien amateur. Et Romain Détré qui est le frère de Patrice, le frère de Damien, le fils de Jacques. Et Romain, imaginez une petite manifestation pour justement séduire de nouveaux propriétaires potentiels autour de ces 48 heures de l'obstacle. On va les rejoindre tous les deux. On le disait, discipline jeune, eh bien ils sont avec nous. Stéphane Delomo, salut Stéphane. Salut Dominique. Alors Stéphane, ancien agent de jockey, une discipline, un métier que vous avez abandonné il y a deux mois. Là maintenant, vous intervenez comme conseiller technique, directeur technique auprès de Romain Détré qui lance une innovation. Vous allez nous en dire plus. Romain Détré, bonsoir. Bonsoir Dominique, ça va? Bon, ouais, très bien. Alors Romain, frère de Damien, frère de Patrice, fils de Jacques, le vice-président de France Gallo, président du conseil de l'obstacle. Et vous lancez quelque chose à l'occasion de ces 48 heures de l'obstacle. Oui, alors avec les membres de mon écurie, il y a 3 ans, on a monté une écurie qui s'appelle l'écurie Team Spirit. Et avec les membres de mon écurie, on a décidé de partager ce qu'on vit et ce qu'on va vivre avec des nouveaux protagonistes. Et donc pour ça, on a décidé de créer un événement pour découvrir les courses, faire découvrir les courses auprès de notre entourage. Et donc on a fait un cocktail déjeunatoire avec 80 invités dans l'ancien salon des propriétaires pour leur faire découvrir
les courses d'obstacles. Et quoi de mieux que le grand week-end de l'obstacle. Il n'y avait pas mieux. Alors, vos 80 convives, ce sont des gens qui connaissent les courses, qui connaissent bien les courses, qui sont totalement novices par rapport aux courses. Quel est le profil des gens que vous avez invités pour cette initiative ? Alors, le profil des personnes, c'est très simple. C'est des personnes qui ont d'abord la capacité de pouvoir être propriétaires. Et parce qu'être propriétaire de chevaux, avant tout, c'est une dépense, comme d'acheter une voiture ou de s'offrir une maison ou d'aller faire de la voile ou du golf. Donc, c'est un hobby qui coûte de l'argent. Donc, c'est des gens qui ont la capacité financière de pouvoir devenir propriétaire de chevaux et de leur montrer que l'inaccessible est accessible, puisqu'aujourd'hui, on manque de propriétaires. On a beaucoup de chevaux sur le marché et je pense que c'est le moment pour faire découvrir ce sport et de pouvoir permettre à des novices de toucher des pépites et peut-être des futurs cracks sur nos champs de course. Entre guillemets, comment vous allez les travailler vos convives, c'est les mettre dans une écurie de groupe, les agréger sur votre structure. Rappelez-moi son nom. Alors, écurie Team Spirit, voilà. Mais l'écurie Team Spirit aujourd'hui est partenaire de cet événement. C'est-à-dire qu'elle a décidé d'être le mécène financier pour inviter ces personnes-là. Ces personnes sont totalement novices, pour finir de répondre à votre question. Ce sont des gens qui, comme tous les membres de Team Spirit, ne faisaient ni partie de près ou de loin au monde des courses. Et vu que on a passé notre vie avec mes frères et papa à inviter des gens sur les hippodromes, des personnes qui ont vibré, avec qui on a partagé nos joies, nos joies et nos au final et nos problèmes, et vos peines, parce que mais qui ont vibré. Ces personnes-là sont devenues associées via l'école Team Spirit. Et quand on a vu que ça plaisait beaucoup aux investisseurs, mais aussi aux membres de leur famille, à leurs enfants et à tout leur entourage, on a décidé avec tous mes associés de propager justement cet engouement et de leur permettre de découvrir de la même façon, d'une façon un peu plus rapide, en mettant des événements un peu plus coûteux qu'au départ et en leur permettant de découvrir dans les meilleures conditions les courses. Et pour répondre à votre question, comment on va les accompagner, on a décidé de faire comme on a fait pour l'écurie Team Spirit. Papa et Patrice nous ont beaucoup aidé dans la construction de l'écurie. Et à nous de rendre l'appareil et on va les aider énormément dans la construction de leurs écuries ou dans leurs futures associations ou dans leur prise de casaque. Et voilà. Comment vous avez recruté ces futurs nouveaux propriétaires ? On les a recrutés comme on a pu recruter tous les nouveaux propriétaires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est transparent et qu'on dit la vérité, et c'est facile, il n'y a pas de mauvaise surprise, ils savent à quoi s'attendre, et donc bien évidemment, un cheval, c'est un être vivant, donc quand ça se passe bien, c'est merveilleux, et quand ça se passe mal, faut pas que ce soit une surprise. Donc on leur a appris, on leur explique, et au final, quand on sait les choses, on est forcément moins déçu, on sait à quoi s'attendre. Donc quand ça marche, c'est splendide, mais quand ça marche pas, ça peut arriver. Et le but, c'est qu'on les mette dans les meilleurs rails, dans les meilleurs circuits, et c'est là où va être notre rôle, c'est de leur permettre de pouvoir toucher des génétiques intéressantes et surtout qu'ils aillent dans les meilleurs circuits possibles. Voilà qui est dit. Stéphane Delomo, vous intervenez au titre de directeur technique. Quel est votre rôle autour de cette moi, pour l'instant, innovation ? J'ai pas plus conseillé que ça, mais j'ai beaucoup aidé Romain dans ces initiatives parce qu'il a évidemment pas le temps de gérer tout ce qu'il vient de vous expliquer. Moi, j'avais aussi pas mal de personnes intéressées par le milieu qui ne demandaient qu'à découvrir les choses, mais qui n'étaient pas forcément accueillies comme il fallait. Là, enfin, il y a une idée, des initiatives qui sont faites pour accueillir comme il se doit des futurs propriétaires.
Donc voilà, moi je fais partie de ce mécanisme, j'en suis ravi. On en parlait tout à l'heure avec Jean Biju. Est-ce qu'on on disait qu'il était aujourd'hui plus facile qu'hier de devenir propriétaire. Est-ce que il faut encore alléger les différentes procédures qui vous mènent au propriétariat? Est-ce qu'il faut simplifier toutes les démarches pour créer de grandes écuries de groupe, ou est-ce que pour vous le cadre légal qui régit tout cela est tout à fait satisfaisant? Romain. Alors moi si je peux me permettre, je pense que le cadre est normal. La plus grande difficulté, c'est d'être bien conseillé. Bien évidemment, c'est comme quand on fait une écurie, c'est comme quand on monte une société. Il y a forcément de l'administratif, il y a forcément de la paperasse à faire, mais c'est normal. S'il n'y en avait pas, ce serait anormal. Ce serait la bérésina. Donc, bien évidemment qu'on suit un code, on suit un système. Et donc, soit on s'adapte au système, soit on n'y va pas du tout. Mais pour que ça se passe facilement, il faut être bien conseillé. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut être dans les bons rouages, avoir les bons conseils, et c'est toujours plus simple. Jean Biju. Jean Biju. Alors, salut Jean Biju, tiens, il nous écoute, Jean Biju. Jean Dindy. C'est le même volume. Oui, mais vous êtes plus grand. Oui, mais Jean a maigri. Bonjour Jean. Bonjour Romain. Moi, je peux qu'applaudir à une initiative comme ça, d'autant plus que depuis un peu plus de 30 ans, je fais partie d'une écurie de groupe dans le même esprit, qui s'appelle l'écurie Abu, que depuis plus de 30 ans, chaque année, le jour du prix du Jockey Club, on a invité, du jour du prix de l'Arc de Triomphe, on a invité au pied du Moulin de Longchamp des gens extérieurs aux courses, pour les faire venir aux courses, à cette grande journée vitrine de l'Arc de Triomphe. Et que je peux dire que ça marche. C'est-à-dire que sur les centaines de gens qu'on a invités, il n'y en a pas autant qui ont passé le cap de devenir propriétaires. Mais par exemple, dimanche, on va vibrer dans le Primoret gillois parce que il y a la génération suivante de ceux qu'on a nourris à la passion des courses. Invictis Indivi, donc avec toute la bande Fraguier, Nadayal, Soultray. Et que on va vibrer avec eux parce que finalement, c'est le produit de ce genre d'initiative. Alors, ils ont un environnement familial favorable aussi, mais c'est le produit de ce genre d'initiative et je peux dire que ça marche et bravo parce que c'est par ce système de parrainage qu'on y arrive. La même question à Stéphane. Stéphane, vous avez été au contact parce que vous avez fréquenté des entraîneurs, des propriétaires, parce que vous avez été un agent de jockey, je le disais, avec un effectif, une écurie assez pléthorique, vous de votre côté. Est-ce que vous trouvez que le cadre légal est tout à fait satisfaisant aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut, pour venir sur des écuries de groupe, peut-être alléger le cadre réglementaire? Tout à fait satisfaisant. Allô, tu es retour, Stéphane? Oui, on a été coupé. Voilà. Tout à fait satisfaisant, forcément. Dans tous les systèmes, on trouve des points négatifs et des points positifs. Mais voilà, ce que vient de dire Romain, ça résume parfaitement la situation. Dans tout système, il y a de l'administratif et des trucs un petit peu chiants à faire. Ça, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Mais ce qui compte, c'est d'être bien conseillé. Et l'exemple que M. Dindy vient de donner de Martin de Fraguier, Nicolas de Fraguier, Pierre de Fraguier, Marcy de Soultray, c'est l'exemple parfait de ce qu'on veut faire. Voilà, c'est la jeune génération qui a envie de faire partie du système, qui a envie d'avoir des chevaux. Aujourd'hui, là, ce week-end, ils vont vivre un moment assez exceptionnel. Il y a 3 semaines, je crois qu'ils ont déjà vécu quelque chose de super. Et nous, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut réitérer, c'est ce genre de système. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'impossible aujourd'hui d'être propriétaire. Il suffit de le vouloir. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ben voilà, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je crois qu'ils sont dans une bonne main. Ça y est. Je bug, excusez-moi. Je crois qu'ils sont dans une bonne main, puisque j'ai cru comprendre qu'ils allaient peut-être s'associer ou qu'ils étaient en train de s'associer avec Patrice Détré. Donc, voilà, la boucle est bouclée et la boule de neige grossit. Vous voyez, c'est une jeunesse qu'on ne retrouve pas, par exemple, au plat. J'ai l'impression. Elle peut. Elle pourrait. Messieurs, vous restez un peu avec moi. On va donner quelques petits chevaux parce que c'est important, les chocos, à nos auditeurs. Je vous suggère vous êtes d'accord, hein, Stéphane, Romain? Vous êtes avec moi pour ça? Ouais. Ok, super. On va attaquer la journée dimanche et celle de l'Aïe Jousselin avec le RMC Découverte Prix Count Schoenberg. On n'a pas encore les partants, bien évidemment, c'est dimanche, nous sommes jeudi. On enregistre avec un jour d'avance. Est-ce qu'on a des points d'appui, et Stéphane et Romain, dans ce qui sera le gros handicap du jour? Ouais, moi j'aime beaucoup Stéphane. J'aime beaucoup
J'ai toujours aimé Capodimonte, le Daniel Hamel. Il est bas de tableau, il est numéro 16. Alors j'imagine que là, aujourd'hui, tout le monde va courir, donc il va être il entre dans le grand tableau. Hein. Ouais, il aura 62 kilos. Je vais pas dire que c'est un péno, mais il n'y a pas de pénalty en obstacle, mais celui-là, il a la classe pour le faire. J'aime aussi beaucoup Carl Edouard, qui va avoir aussi un petit poids. 6-1 favori, évidemment. À 64,5, là, pour le coup, c'est donné. Et je mettrai Sicile La Vega et Galopin de Balle. Vous avez vu quoi, Romain? Merci, Stéphane. Alors, sur quelle course? Parce que moi, j'ai pas du tout entendu ce qui s'est passé. Alors, on parle du Z5, à savoir le RMC Découverte, Capodimonte, Carl Edouard, Sicile La Vega sont les propositions de Stéphane. Quelles sont les tiennes, si tu en as vu? Non, alors j'ai pas du tout étudié la course. Bon, très bien. Non, mais ne sois pas navré. Il n'y a pas de partant de la famille, hein. On est bien d'accord. Non, on est à Compiègne, là. Non, on est dimanche à Auteuil. Ah, dimanche à Auteuil, parfait, top, j'y vais de ce pas. Non, je passe. Je passe, eh bien passons. L'Aille Jousselin, c'est le grand cycle, c'est le grand cycle de Paris, version automnale, bien évidemment, avec 5500 mètres. On a un partant de la famille, on a Figueiro, Romain. Figueiro, je pense qu'on l'a bien récupéré, on a retrouvé notre cheval, donc bien sûr c'est un objectif. On lui oppose qui, Stéphane? Moi, Figueiro, on est obligé de lui opposer Franco de Port et Starlet du Ménil. Allez, la première, ce sera le prix fondeur, Sinistre Race, 4400 mètres. Est-ce qu'on a vu quelque chose? On a une belle course. Stéphane. Nous, on a un Audelois, oui. Son objectif. Stéphane. Ouais, moi je vois Space Militaires, Virgo Célestin, Homme de cœur, Anneau de loi. Et Loi de la barrière. Et Loi de la barrière. Le Bernard Secli, course de haie pour des chevaux âgés de 4-5 ans, des juments, des pouliches et des juments. 10 au départ. Qu'est-ce qu'on joue, Stéphane? Hôtesse. Hôtesse du Chêné pour la famille, la succession brillant. Entraînement de Marcel Roland. On oppose qui à Hôtesse du Chêné, Romain? C'est tactique. Hein. C'est pas évident. Moi, je trouve ça assez ouvert quand même. À part Hôtesse du Chêné. Ouais, Hôtesse du Chêné, bien sûr. On peut pas l'enlever. Hein. Les choses sérieuses commencent avec le Cambacérès et la grande course de haie des 3 ans. On va philosopher un peu, hein, Romain. Ouais. Ah. Oui, le philosophe, l'entraînement d'Arnaud Chaillet, la propriété de Jean-Michel Bazir. Ouais, il y a après, Saint-Donat, on peut pas l'enlever. Il a fait tous les préparatoires. Pour moi, c'est un incontournable. Et il y en a un Willy Mullins, c'est exact. Non, c'est pas un Willy Mullins, c'est un. Quel est son prénom? C'est William. John Williams, le jockey, le propriétaire. On parle bien de McTighe, voilà, celui-là. McTighe, oui. Important. Ouais, McTighe, c'est... on a McTighe, c'est Mullins, et on a Agaboy, c'est Willy Mullins. Donc on lui opposera ces deux-là. La 4, c'est... Not too bad. Et Not Too Bad. Le Maurice Gillois, le grand steeplechase des 4 ans, la belle aussi. Que fait-on, Stéphane? Diamond Carl, favori logique, on peut pas l'enlever. Si moi la manigance la dernière fois, elle fait quand même quelque chose de super. Elle peut peut-être le battre, va vous faire galoper, sûr, mais le battre, je sais pas. Mais voilà, pour moi le jumelé c'est ça. Et puis derrière on va mettre un Divi ici au Madrid. Pour la jeunesse. Pour la jeunesse, et puis en libéral comme ça, je vois bien Jésus Ressel, qui a quand même gagné, qui a fait quelque chose l'autre jour, qui a fait une belle ligne droite l'autre jour. Romain, vous amendez? Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec Stéphane. Et ben voilà. Je pense que la manigance peut faire courir quand même Diamond Carl. Elle peut le battre, hein. C'est pas, franchement pas impossible, hein. Je serais pas surpris, quoi. Maintenant, Diamond Carl, il est impressionnant de jour en jour, il est impressionnant. Et là, on va voir ce que ça donne réellement dans un groupe 1, avec un rythme de groupe 1, de week-end de groupe 1. On sait que les courses sont un peu différentes ces week-ends-là.
Et peut-être que le rythme de cette course-là sera un petit peu plus. Il sera pas dans. Je pense que Bertrand aura du mal à la garder dans sa bulle très précieusement derrière les chevaux pour pouvoir faire sa pointe. Il va falloir le sortir de son train un peu plus tôt que prévu. Donc c'est là où la jument peut tirer son épingle du jeu. On va aller samedi avec on a une réunion de 8 courses. On est en réunion 3. Avec on commence un tôt sur le coup de midi. Est-ce que le Grand Prix d'automne se résume à 3 candidatures, celle de Tellem, d'Hermès B et bien évidemment de l'autonomie? Qui prend la parole, Stéphane ou Romain? On va laisser Stéphane. Stéphane. Attends, j'ai plus d'ordinateur. J'ai plus d'ordinateur. Ah zut, t'as cassé l'ordinateur. Moi, je veux bien commencer. Alors Romain. Très sincèrement, il y a Tellem, il a fait une rentrée quand même assez exceptionnelle. Pareil, je pense qu'ils ont bien récupéré leur cheval. Hermès B, bon, c'est un champion, on peut rien dire. Moi, je verrais bien une belle revanche entre Hermès B et Tellem, parce que Hermès B, c'était pas une course de prépa, enfin c'était pas une course de rentrée. Tellem, il avait sucé les roues tout le temps et il a montré sa pointe. Donc là, je pense qu'ils vont être plus au combat les deux. Et je mettrai plus Hermès B devant Tellem cette fois-ci et l'autonomie 3e. Vous validez ou vous n'êtes pas d'accord, Stéphane? Ouais, je valide complètement. Et Folsom Prism en tant qu'arbitre, comme d'habitude. Non, je valide totalement ce que vient de dire Romain. Mais voilà qui est dit. Allez, on dégraine la réunion avec une classe 2, c'est le coq gaulois. Est-ce que vous avez vu des choses, Romain? Le coq gaulois, nous on court. Le cheval, il continue de grandir, enfin de prendre en maturité. Bon, il y a des choix à battre, donc mais bon quand même, on espère quand même être dans les 3 premiers. C'est lequel votre cheval? Je vois pas. C'est Icarac. Icarac, c'est la première course de la réunion. En plus, on a un bout avec Team Spirit, donc si on pouvait ouvrir le bal, ce serait extraordinaire. Ce serait bien pour votre initiative, la 2e. C'est le prix. Ouais. Ce serait. Ah oui, Stéphane, vous avez quelque chose à ajouter? Parce que moi je mets Icarac en tête. Derrière, je mets Youplala. Ensuite, Imonade Belair et Ingénieur. Très bien, la 2e, une classe 2 pour des poulains et des pouliches de 4 ans. On est sur 3600 mètres, Romain. Sinon j'y vais, je vois bien. Ouais, vas-y. 207 Montjoli. Alors Montjoli, c'est intéressant parce que il y a Lino Derry qui court à Compiègne demain. C'est à peu près la ligne. Montjoli l'a battu, l'a devancé la dernière fois. Donc logiquement, si Dino Derry, le Gomérienne, court bien à Compiègne demain, Montjoli, moi je lui vois une bonne chance dans cette course-là et je vois le 202 Tonnerre de Dieu. Romain? Ouais, moi je vois bien aussi Tonnerre de Dieu. Tonnerre de Dieu, et on salue Xavier Kepa. Il a une décharge en plus, c'est bien. Parce que Kepa, le terrain risque d'être un peu gras. Qui est devenu éleveur, qui s'est installé dans un haras à Sainte-Marie-l'Anglais, en Calvados. Oui. Il a acheté ça au moment du confinement et maintenant il élève. Et je crois que c'est l'un de son premier produit né élevé, entraîné par désormais Arnaud Chaillet-Chaillet. Le Bournosienne, un groupe 2 pour les femelles âgées de 3 ans. Eh ben, là, pour nous, Jazzy c'est Senam. très importante. Parce qu'on a Jazzy Senam, qui est donc c'est une course très importante parce qu'en plus c'est une fille de jeu Saint-Éloi, notre étalon maison, donc moi je lui souhaite de réussir. Voilà. Après la concurrence, je la regarde pas trop. On va demander, pour la concurrence à Stéphane. 301, Rémi Bell. Patrice Quinton, voilà, je trouve que c'est super, c'est beau. 304, Namouras. Alors 309, Jazzy Senam, pourquoi pas, mais bon, dans ces sauts, pour moi, c'est pas un jeu qu'on peut donner à quelqu'un. C'est un peu spécial. Il y a qui est bien. Moi, j'aime bien Étoile du Berlay, Robert Collen, numéro 10. Voilà, et le 8 qui est assez régulier, couru 2 fois, gagné 2e. Joël Boinard, Garde de Bruges. Garde de Burges.
Garde de Burge. La 4e, c'est le 122e prix de France. On a coutume de dire que c'est le grand steeplechase des. Il y a le prix de France, c'est le Maréchal Foch. Hein. Là, c'est le grand steeplechase des gentlemen. Course très ouverte. Oh. Romain. Ouais. Bah, moi, j'en vois un. Ah, ben voilà, 12, Stéphane. Le dernier cri, le 12. Dernier cri, le 12. Dernier cri qui vient de boucler un parcours, vous avez raison, de toute beauté. Romain. Oui, Gunnar. Gunnar, numéro 7. Très bien. Le Robert Veil, l'un des premiers handicaps, sinon le premier handicap pour les 3 ans. 12 au départ. Vous avez Vision d'Ureux. Oui, on parlait de ces jeunes entraîneurs, Jérôme Delaunay, voilà, on n'a pas cité tout à l'heure, mais un entraîneur qui commence à compter à Auteuil. Est-ce qu'on joue Vision d'Ureux, Romain? C'est handicap, hein, alors après... C'est dur à dire, c'est handicap, il y a beaucoup de chevaux, c'est un cheval qui fait ses courses, il est dur quand même, et donc, à voir. À voir. Stéphane, qui peut te moi, j'ai mis Chivkov, 4, le 4. Le 4, ben 504, Chivkov, jour polaire, 503. Le 509, Matt Knight. Le 510, le Roi David. Et le 508, Java du Large. Vous avez ratissé large. Le Congrès, c'est la 6e, c'est un groupe 2. Pour les 3 ans, vous présentez, la famille présente Goliath d'Ureux, Romain. Eh bien, oui, c'est un pari parce qu'il n'a jamais couru en steeple. On sait qu'il saute bien le steeple et vu qu'il est en dessous en haie, je pense qu'il a toute sa place en steeplechase. Voilà. Stéphane. Moi, je vois le 607, Okido, Chaillé. Le 605, Junto Ganamos. Ça, c'est pour sa ligne de début. Il est deuxième de Japon. Je suis d'accord avec toi. Je pense que même s'il débute en steeple pour sa 3e course, connaissant l'entraînement de David et le professionnalisme de David qu'il est capable de transmettre à ses chevaux, ça peut aller très très bien. Ça peut être un beau coup. Ouais. Et Speed Emile, voilà, parce qu'on peut pas mettre un macaire pas dans les 3 du Congrès. Ça, c'est compliqué, effectivement. La dernière, c'est le prix Cacao. On parlait de Choco. En voilà une course extrêmement ouverte. Ils sont 16. Stéphane. Alors, le prix Cacao, j'ai mis le 805 Spirit Sun, pour moi c'est un péno. Le 803 Malbec du Matin. Et 812 Blackfield. Romain, en amende? Ouais, en amende. En amende, qu'est-ce qu'on rajoute? Non, on va rajouter... Ouais, on peut rajouter Écoute en tête, le 9. Tu as rajouté qui? Écoute en tête, le 9. Il vient de gagner. Et Always Love You, non? Always Love You, Always Love You, si. Moi, tu vois, moi j'en ai fait que 3 parce que j'ai un peu survolé cette course-là, mais oui, Always Love You, pourquoi pas. Avec le poids, tout, moi je trouve que c'est un bon engagement. Ouais, après beaucoup de partants, il n'y a pas trop de métier à Auteuil. Messieurs, vous avez été fantastiques. Demain, il y a une réunion d'obstacles à Compiègne. Voilà, on est sur les 72 heures de l'obstacle si on compte Compiègne. Vous avez, on va pas détailler toute la réunion. Est-ce que vous avez vu au fil des courses de très belles cartouches? On commence avec Stéphane. Ouais, et ben ça commence dans la 2e course. Wimper, la Genette Macaire. Wimpers, voilà, l'As. Voilà. Ensuite, le 202, Lyon Kirikou. Oui. Et le 203, Jouvencel. D'accord. Quoi d'autre? Je fais toute la réunion comme ça, Non, mais vraiment les choses dont vous êtes sûr, hein, pas toutes les courses. Hein, les chevaux que vous avez entourés et stabilotés. Ouais, j'ai entouré le 309. Oui, fixe. D'accord. Des charges, 363 kilos. Ouais, c'est un lot qui est pas mauvais, mais je pense qu'elle peut le faire. D'accord. Dans la 4e, j'ai vu quoi? J'ai vu que je dise pas de conneries si on doit en donner qu'un. Si elle est ouverte, j'ai vu le 402 Java Chaillé qui a gagné de 16 longueurs avec son binôme au sable, ça je trouve ça très bien. Et là c'est un petit à la Bourgard, Twin Mona, entraîné par Donatien du Bourgard, débuté 5e dans un lot qui je pense tient la route à Saint-Brieuc. Comme on sait que les chevaux de Donatien ont toujours une marge de progression. S'il vient à Compiègne, c'est pas pour rien, donc à mon avis, ça c'est très bien. Très bien. 408.
501, voilà, je pense que ça, c'est le cheval de la course. 4 Nantais. Ok. 607, cheval de la course, Marie Costala. Marie Costala, hein, pas confondre. Ouais, et dans le croche, pour s'amuser, je vais jouer mon copain Alain Chitret, on your mark, le 705. C'est juste parce que c'est mon pote, hein, sinon peut-être que je ne jouerai pas. Et ce qui est amusant à voir, c'est Roi Mage, court en cross. Roi Mage qui court en cross, c'est effectivement le Grand Steeplechase Country de Compiègne. Quelques petits chevaux repérés, Romain? Non, pas du tout, j'ai pas étudié la réunion. Ah ben voilà, au moins vous avez la franchise de le dire. Moi c'est pareil, je n'avais pas étudié, donc on va s'en remettre au conseil de jeu de notre ami Stéphane Delomo. Stéphane Delomo, merci d'être passé par Radio Balance. J'ai toutes les responsabilités sur les épaules. Là, ouais, c'est toi. Il en fallait bien. Bravo Stéphane. Merci Romain, et puis on passera vous faire coucou au Salon des propriétaires à Auteuil. C'est tout le week-end ou c'est que samedi, Romain? Non, c'est que samedi. C'est que samedi parce que le dimanche, on est au boulot. Et voilà, oui, parce qu'il y a des chevaux. Il y a des chevaux. Ouais, exactement. Donc, le dimanche, c'est quand même un gros objectif. On va être sous pression, donc voilà. Merci d'être passé à Radio Balance pour ces 48 heures de l'obstacle. Cette émission se poursuit avec Cédric Philippe qui va nous parler. On a un peu de plat ce week-end avec notamment des réunions. La réunion de Toulouse, il va nous parler du Z5 et du Filles de l'air principalement. Merci Dominique, à très très bientôt. Salut Romain, salut Stéphane. Merci Dominique, à bientôt. Merci, à bientôt. Cédric Philippe est avec nous. Bonsoir Cédric. Bonsoir très chers amis. Bon, alors, exceptionnellement, pour un 11 novembre, on aura un terrain bon souple, si on croit le pénétromètre toulousain, annoncé à 3-3. Autrement dit, pour le Z5, le prix David de Toulouse, les numéros à la corde sur 2004 risquent d'avoir leur importance, surtout sur cette piste. Je vous écoute. Oui, surtout que les listes à 0, donc je pense que les chevaux vite bien positionnés seront nettement avantagés. Maintenant, beaucoup d'entourage le savent. Donc voilà, ça va être une question de mise en jambe. Je pense qu'on va avoir une course assez rythmée, ce qui peut d'ailleurs tempérer un peu l'avantage relatif qu'ont les chevaux vite montés aux avant-postes. Ceci écrit, ça ne nous avance quand même pas beaucoup. J'aime bien le 9 Vasimix, qui est un cheval qui est irréprochable, et qui a été programmé de longue date pour cette course-là. Et je n'ai rien contre le 13 Always Welcome, même si je préfère en terrain lourd. C'est un cheval qui n'a pas eu de course très dure ces derniers temps, qui aborde sa dernière saison avec beaucoup de morale, un cheval saisonnier avec lequel son entourage effectue un déplacement ambitieux. Dites-moi, Christophe Escuder représente deux concurrents, Good Question et Electron Libre. Naturellement, sur la distance et dans ce terrain, je dirais Good Question, mais Maxime Guyon préfère Electron Libre. Vous croyez que Maxime Guyon choisit ou je sais pas. Vous avez peut-être raison, je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est son vote de base. Vous avez un outsider de derrière les fagots? Non. Pas nécessairement, comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas une course qui m'inspire tout particulièrement. On est bien d'accord, c'est un peu le tout venant. La première, c'est une course de steep, parce qu'on est sur une réunion de galop mixte. On va faire très court. Allez, le 104, Chuck Berry. Okay. Deuxième course, les trois Guillemins. Je vous invite à regarder d'ailleurs dans la colonne de Paris Turf l'avis des Guillemins qui est très confiant dans cette course-là. Les trois Guillemins, c'est As, 4 et 5. Quatrième course, le prix de la Fille de l'air. J'aime beaucoup l'anglaise Via Sistina. Le numéro 5 est une première chance selon moi. Je me méfierais beaucoup du 4 Jupira qui n'a pour ainsi dire pas couru dernièrement et qui nous doit une revanche même si elle est bien meilleure en terrain lourd. La cinquième course, j'aime beaucoup l'As Véritable qui vient de vaincre aisément sur ce parcours-là. Il monte de catégorie mais c'est un bon cheval. Un bon poulain. La sixième course, j'aime bien j'aime bien l'As Camino qui descend de catégorie. J'aime bien aussi le 5 Skedy, avec lequel son pilote devra toutefois composer avec un numéro de corde ingrat. Et j'ai évidemment beaucoup d'affection pour le numéro 7 Flexibility, tout d'abord par son entourage, parce qu'il y a un de ses associés que je connais très bien, qui est un garçon que j'apprécie tout particulièrement. La septième course, le prix Jérôme Rambaud. J'aime bien le 4 Sunstorm, un cheval dur, qui préfère une piste plus lourde là aussi, un cheval qui se monte aux avant-postes et qui devra aller loin ici. La huitième course de Mamalina me paraît un bon point d'appui. La neuvième course, je n'y comprends pas grand-chose. Très bien. Vous avez regardé Strasbourg? Évidemment. Strasbourg. Strasbourg, la première, j'aime le 2 Mowgli, mais je ne vais pas être le seul. La deuxième course, j'aime l'As Charlotte Richard. La troisième course, c'est un lot, si vous avez un bruit, vous pouvez aller à la caisse, parce que je trouve que c'est un lot d'une médiocrité rare. La quatrième course, j'aime bien le 4 Wonder Hop. La cinquième,
Je me méfierais du 9 Fitzcarraldo qui court bien frais. Si le terrain est lourd, le 2 l'indomptable peut faire un numéro. Et j'aime bien le 3 Fearless. La 6e course, je pense l'As Mongino capable de progrès. Un cheval qui peut finir dans la bonne combinaison du top 4, Z4 ou multi 4 à jolie cote. L'As avec les favoris qui sont évidemment le 2, le 5, le 3 et le 10. La 7e et 8e, je vous en fais l'économie, ce sont des courses où on n'est pas nécessairement invité à parier, du moins dans le dur. Voilà. Il y a aussi Compiègne. Oui. Compiègne, l'obstacle à Compiègne, où la réunion est correcte sans plus. C'est pas non plus particulièrement enthousiasmant. Si le terrain est lourd, j'aime bien le 105 Razango pour une cote. La 2e, je n'ai pas une estime folle pour ces animaux-là. Peut-être le 2 Lion Kirikou, même si je l'ai trouvé manquer un peu de tranchant dernièrement. La 3e, pourquoi pas le 9 Idéfix, mais là encore, je ne suis pas nécessairement très séduit par ces candidatures-là. Le 411, Maora Beach, j'ai senti que François Nicole l'aimait bien. S'il ne gagne pas là, il gagnera le prochain coup, mais c'est une pouliche à suivre, selon lui. La 5e, ça vient un peu de tous les côtés. C'est une course difficile à étalonner. Pourquoi pas le 6, Giscard Spam, mais c'est une course vraiment très ouverte. La 6e, qu'est-ce que j'avais vu le 7 Marie Costola, j'ai senti que François Nicole aussi il a été assez confiant. Marie Costola, il ne faut pas se tromper. Elle devrait bien courir, selon lui. Et la 7e et dernière, le Grand Cross, je ne suis pas fan du cross de Compiègne qui ne ressemble pas vraiment à un cross à mes yeux. Moi, j'aime le cross de Cran, j'aime le cross de Pau. C'est un lion danger. Celui-là manque un peu de sélectivité, voilà pourquoi je n'ai pas d'avis sur la question. Mais regardez Nancy samedi. Non. Bon, voilà. Vous avez fini, quoi, en fait. C'est magnifique. Tout est sur ça. Il n'y a plus qu'à. Je peux vous dire un mot sur samedi Auteuil, si vous voulez. Oui, allez-y. Je vous donne un cheval par course. 106 Ingénieur, 205 Mercinette, 304 Namour As. La 4e course, on peut être un peu surpris que le Prix de France devienne un petit handicap pour Gentleman Rider. C'est une course qui avait un autre relief. Exactement. Et quand même un petit peu plus de cachet par le passé. Le 404 H-Cup Collonges. Le 506 Vision du Rhum me paraît bien placé. Le 605, dans le congrès, j'en donne deux débutants en steep, parce que je trouve que les chevaux qu'on court en steep n'ont pas vraiment particulièrement séduit. Voilà pourquoi le 5 Runtos Gagnamos peut bien faire d'emblée, comme le 8 Goliath Dureux. La 7e, je vois un mano-mano des 2 François Nicole, le 3 l'Autonomie et évidemment le 6 Hermès B. Et la 8e, j'aime Gardamar, qui est un cheval extrêmement dur. Et ben voilà qui est. On n'est pas fâché, hein, Cédric. Les gens vont dire ouais. Pas encore. Non, il est pas. Bon, on va pas se fâcher. Pas encore. Pas encore. Mais nous avons tous des emplois du temps extrêmement chargés et nous faisons tout pour essayer d'être disponibles pour les parler. On vous attend, Cardinal. Le remarquer. Exactement. On se coupe en 1000 morceaux. On vous attend la semaine prochaine au Cardinal. Ça vous va? On fera pour le mieux. Ok, je ne connais pas du tout mon emploi du temps de la semaine prochaine. Déjà, j'ai du mal à savoir ce que je vais faire demain. Bon, écoutez, en tout cas, bon week-end du 11 novembre, mon cher Cédric Philippe. À très bientôt. Cédric Philippe de Paris Turf qui était avec nous. Embrassez Gilles Curens pour moi, surtout, c'est l'essentiel. Ben voilà, il vous écoute. T'écoutes et je te fais un gros bisou, mon Cédric. Et n'hésite pas, le jour où tu as un gagnant, je suis encore joignable. Merci Gilles, quel bonheur. Ce sera lundi. Allez, salut Cédric. On va maintenant rester avec Gilles Curens. On va parler du débat qui nous avait animé la semaine dernière. On avait reçu, vous vous en souvenez, Pascal Boé, président du syndicat national des propriétaires au trot, organisme qui s'était prononcé contre le déferrage des chevaux. Ça a beaucoup fait jaser dans les cursives. Gilles Curens n'était pas là, mais il tenait à préciser certaines choses par rapport à ce qu'il avait entendu. Et à la fin de l'intervention de Gilles, qui nous parlera de ces 2 chevaux qui courent à Bordeaux lundi, on écoutera religieusement les pronostics pour les réunions de trot du week-end, signé Alexandre de Koopman. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bon, Gilles, un débat qui était très animé la semaine dernière avec le CNPT qui s'exprime, qui prend position contre le déferrage total des chevaux. On rappelle aujourd'hui les 2 ans et 3 ans, on plaque, on ne défère pas, on peut déférer au début d'année des 4 ans, le 1er janvier.
On a eu de très belles interventions, je pense assez judicieuses, et de Pascal Boé qui défendait la position de son syndicat, et une très belle défense d'Alexandre de Koopman et de Jérémy Lévy. Et vous aviez des choses à dire également. Oui, je suis plutôt dans le camp sur ce débat, Jérémy Lévy et Alexandre de Koopman qui ont dit des choses très intéressantes sur ce débat. Après, Pascal Boé, qui est un de mes anciens propriétaires, bon propriétaire, je précise. Alors on avait justement évoqué le cas d'un cheval qui, lorsqu'il était driver amateur, puisqu'il a été ensuite président de l'UNAT, avait couru 70 fois sans être ferré, et il nous avait expliqué que en fait le cheval était résiné. Et là-dessus, ouais. Ça vous avait fait tiquer. Oui, parce que j'ai un petit peu l'habitude quand même avec mes chevaux. Et déjà, il faut savoir que résiner un cheval, ça coûte 200 €, 4 pieds. Donc si vous le résinez à chaque fois qu'il c'est court... C'est 200 € au total, 50 balles par pied. Voilà, exactement. Et puis, il faut savoir aussi que la résine, parce qu'on parle souvent de la résine pour protéger tout, la résine, c'est un produit chimique. Tous les chevaux ne supportent pas la résine. Il y a des chevaux, ça leur chauffe les pieds. D'autres le supportent. Mais c'est quand même un produit chimique et c'est pas bon pour la corne de résiner à chaque fois. Donc, après, voilà, je ne veux pas mettre sa parole en doute, mais bon, je trouve bizarre de mettre à chaque fois 200 € pour résiner un cheval, sachant qu'en plus, la résine doit être, à mon sens, utilisée avec parcimonie. Voilà. Après, le débat est utile parce qu'elle a raison, c'est son opinion et c'est tout à fait défendable. Maintenant, je ne suis pas certain qu'il faut tout mettre sur le dos du déferrage sur la crise des partants. Effectivement, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit qu'il y avait moins de partants parce qu'on déférait trop souvent les chevaux plus qu'avant. Moi, je ne suis pas d'accord. Effectivement, on a perdu un partant par course depuis 2012, mais il faut aussi savoir que le Covid est passé par là et qu'aujourd'hui, les propriétaires, j'en ai quelques-uns, veulent vraiment garder que les chevaux qui sont rentables. Donc, évidemment, les chevaux qui ne sont pas rentables, on n'a plus les moyens aujourd'hui de les garder. Et j'ai peur qu'en interdisant le déferrage, on perde des chevaux, comme disait judicieusement Alexandre de Koopman dans le débat. Aujourd'hui, il y a des chevaux qui sont très panards, qui vont, entre guillemets, que déferrer, parce qu'ils ont des problèmes d'allure, parce qu'ils se font des croche-pieds un petit peu. Et est-ce que ces chevaux-là, on ne va pas les perdre ? Est-ce qu'en faisant ça, en interdisant le déferrage, moi, il y a des chevaux que je garde parce qu'on va pouvoir les déferrer à 4 ans, parce que je sais qu'ils vont être performants, parce qu'ils vont beaucoup moins se toucher dans les genoux, parce que vu les aplombs, ils n'ont pas de bons aplombs. Donc ces chevaux-là, on va les perdre. Parce que ces chevaux-là, qu'est-ce qu'on va dire à nos propriétaires, à nos gentils propriétaires ? On va leur dire, écoute, on ne peut pas le garder parce que comme on ne peut plus déferrer, malheureusement, le cheval ne va pas être compétitif, il ne va pas être rentable. Donc je pense qu'on va perdre, à interdire le déferrage, on va perdre des partants. Après, il faut bien se dire qu'il n'y a pas l'excuse de dire on n'a plus de chevaux parce qu'on les défère. C'est faux. Depuis 2012, ça a beaucoup évolué et les chevaux travaillent beaucoup plus dur aujourd'hui qu'avant et surtout beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, dans les allées de Grosbois, il y a des L, des 2 ans qui sortent et qui travaillent déjà et qui sont tous les jours sur la piste. Donc, je pense que le fait qu'il y ait moins de chevaux dans les vieux chevaux vient aussi du fait que les chevaux sont attelés beaucoup plus tôt et bien évidemment, quand tu commences très tôt, tu finis souvent pas très tard. On voit bien qu'en obstacle, tout à l'heure, vous avez reçu Jean Dindy, pardon, et il y a 1000 chevaux de moins en obstacle. Ils ne courent pas déferrés, les chevaux en obstacle. Il y a 1000 chevaux de moins en obstacle. On a quand même des raisons conjoncturelles qui permettent d'expliquer le fait exactement. qu'on ait moins de partants par course. Peut-être qu'il y a trop de courses aussi. Voilà. Ils ont supprimé 149 courses en obstacle. Peut-être qu'au trot, il faut aussi se poser la question de supprimer des courses. Et après, je ne suis pas tout à fait non plus d'accord sur le fait qu'il y ait plus de fractures avec des chevaux déferrés. Pour moi, ce n'est pas vrai, c'est un faux débat. Tout le monde sait que ma femme est vétérinaire et qui est spécialisée en orthopédie. Et non, je m'excuse, mais il n'y a pas plus de fractures du fait que les chevaux courent déferrés. Moi, j'ai 25 chevaux à l'entraînement. Les 3/4 de mes chevaux courent déferrés. Ça fait 10 ans que je suis entraîneur. J'ai jamais eu de fracture du pied. Bon. Le débat n'est pas clos. On n'avait pas le temps de revenir. On aurait peut-être dû, mais bon, on avait Jean Dindy, notre invité.
Et moi, ce que j'aimerais, c'est aussi connaître la position du syndicat des entraîneurs. Alors, le syndicat des entraîneurs, je pense qu'il est dans la lignée même parce que c'est quand même Stéphane Meunier qui m'avait indiqué Patrick Théry qui finalement, pour raison personnelle, ne s'est pas exprimé parce qu'il avait des obligations familiales qu'il avait un peu oubliées. C'est Stéphane Meunier qui m'a conseillé de me rapprocher de Charles Motier, qui finalement s'est exprimé sur la question en s'opposant à cette mesure qui consisterait à imposer le ferrage. Et vous avez raison, on reviendra sur ce dossier épineux avec plusieurs personnes. Je peux déjà vous annoncer que Stéphane Meunier s'exprimera. On aura une vétérinaire spécialiste du pied. On l'avait déjà entendu il y a 2 ans dans Radio Balance lorsqu'on parlait de ce qui consiste à couper le nerf du pied. On avait parlé la névrectomie. On avait parlé notamment de la proprioception. Voilà, le fait de pouvoir se localiser dans l'espace. Et un maréchal ferrant m'a contacté aujourd'hui. Lui, ça s'exprimait. Je ne suis pas trop pour les maréchaux ferrants qui s'expriment parce que ferrer, déferrer, c'est toujours travailler et c'est toujours facturé. Donc l'intérêt d'un maréchal ferrant, c'est qu'on défère finalement. Mais lui s'appuie sur des études du CIRAL. On l'entendra également dans Radio Balance. Bref, je vous promets, c'est là où je voulais en venir, je vous promets qu'on reviendra lors de prochaines émissions sur cet épineux problème du déferrage, si j'arrive à le dire. On ne va pas vous demander vos pronostics puisque vous allez entendre dans quelques instants Alexandre de Koopman. En revanche, lundi, mon cher Gilles, vous allez à Bordeaux. Oui, lundi, je vais à Bordeaux. J'aurai un partant dans le Quintet qui s'appelle Gaz d'Ocagne, qui possède une bonne chance. Je pense que le lot est très relevé, mais le cheval reste sur 3 victoires. Il est en forme. Il vient de s'imposer facilement. Il va se plaire sur ce tracé corde à droite. C'est un vrai droitier. Les pistes de Bordeaux est à son entière convenance, donc je pense qu'il devrait, sans faute de sa part, terminer dans la combinaison gagnante, au moins dans le multi, si ce n'est dans le quintet. Et puis je présenterai aussi un cheval qui s'appelle Joker d'Ocagne, un cheval très régulier, un poulain, un jeune cheval qui fait toutes ses courses, qui n'a pas été très chanceux la dernière fois et qui normalement devrait monter sur le podium. Et ben voilà qui est dit, donc on va suivre cela. C'est à Bordeaux où a lieu le Z5. C'est lundi prochain. Avant de nous quitter, nous allons retrouver Alexandre de Koopman qui va nous parler des réunions de trot du week-end et notamment du Z5 organisé ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Bonjour Dominique, bonjour à tous. On va déjà faire un petit point sur l'actualité du jour. On avait le prix Marcel Laurent à Vincennes, on a eu la magnifique victoire d'Ida Otillard qui s'est imposé en costaud, qui a affiché ses ambitions pour les plus grandes joutes de l'hiver. Il a contré Onek et il est allé au poteau après de façon très intéressante, je trouve. Happy Valley a bien fini derrière comme inoubliable et Rodarm est le seul à être revenu de la seconde ligne. Et Onek qui s'est un peu brûlé les ailes en voulant en tout cas faire avancer Ida Otillard. Voilà, je pense que François Lagadec a compris à qui il avait affaire. On a également le retour triomphal au trot monté de Guillemot-Forgan dans l'épreuve réservée aux apprentis aujourd'hui, monté par Lohan Fauchon. Le cheval le fait vraiment avec assurance et il sera à suivre tout l'hiver dans cette spécialité. On va désormais passer au prono, évidemment, que vous attendez tous. On va faire un petit point déjà peut-être sur la réunion de ce vendredi sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Voilà, c'est une réunion de transition. Dans la première course, pour moi, il y a 4 juments qui se détachent. Le 13 Art Destiné, qui n'aura plus les mâles cette fois sur sa route. Le 6 Hawaii Mab, qui peut aller loin en premier échelon. Le 12 History 61, qui est vraiment très bien quand elle est déférée des 4 pieds. Et attention, 8 Ulinote, qui vient de se promener dans le sud-ouest et qui se déplace avec des ambitions. La deuxième course, une épreuve réservée à des vieux tontons. Je ferai timidement confiance au 9 du Hangta qui vient de montrer sa forme à réclamer. Le lot n'a rien d'extraordinaire. Je pense qu'il a sa place parmi les 3 premiers. Le 8 Ebaviela s'est retrouvé un peu trop tôt le nez au vent en dernier lieu. C'est une jument qui aime courir caché et si tel est le cas cette fois, elle a également son mot à dire. J'aime bien en tête le 3 Émeraude de Manille qui est une bonne réclamation. Corde à droite, normalement pas de problème. Je pense qu'en tête, c'est un bon outsider. Dans la troisième course, tous les yeux seront rivés vers la candidature du 10 Hamptons.
voilà, qui a fait premier, deuxième, premier depuis son arrivée chez Alain Chavat. C'est un peu le péno de la Réunion avant le coup. Je lui associe pour les amateurs de couplet le 11 Uppercut de Joux, qui avait du gaz au moment de sa faute à faire. Il est rarement déféré. Je pense que c'est vraiment une chance intéressante s'il est sage. Dans la 4e course, Gabi Gélormini a encore une très bonne chance. Il sera le partenaire du 16 Igual Blue, qui détient vraiment les meilleurs titres et qui n'est plus à présenter corde à droite. Avant le coup, c'est le cheval de la course. Dans la 5e, le 16, il y a du Goutier, une ancienne pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing. Elle n'a certes pas été revue depuis le mois de juin, mais je pense que dans ce lot-là, ça peut largement suffire. En tête, attention au 5, Ilona Dussaptel, qui a une course de rentrée ferrée, qui sera déférée des 4 pieds cette fois, et qui a également fait ses preuves corde à droite. Dans la 6e course, je pense que le numéro 6, un Gemme de Dompierre qui vient de bien se comporter sur cette piste de la soie, et le numéro 8, Justice, que j'ai pris en note en dernier lieu. À mon avis, il devrait se disputer la première place. Dans la 7e course, l'épreuve sous la selle réservée aux apprentis. Je pense qu'on a une très bonne base avec le 7 Uzovici qui s'entend bien avec Emma Callier, voilà, qui a nettement plus de marge sous la selle. Je pense qu'il va pas sortir des 3 premiers dans cette épreuve. Et enfin, on termine par l'épreuve réservée aux amateurs. Voilà, c'est pas un lot de foot de guerre. Pour moi, le 4, Éclat de Rangeval, qui vient de bien faire à Saint-Galmier, dans un lot un peu plus fort que celui-là, et qui a l'avantage de partir en tête, ne devrait pas sortir du trio gagnant. Voilà pour ce qui est de la réunion de Lyon-la-Soie, de vendredi. Maintenant, on va passer à une réunion nettement plus intéressante. Ce sera samedi à Vincennes. Nous aurons 9 courses au programme. On aura notre Z5 événement qui sera la 3e course du programme, le Pré-Atlantique. Dans cette course-là, forcément, on a une grande favorite, le 11 Grâce du Dijon, qui est encore en retard de gain. Et avant le coup, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'aligner une nouvelle victoire. Elle excelle à déférer des 4 pieds avec Eric Raffin. Normalement, c'est encore un soleil. Je pense qu'on a 2 bonnes bases également avec le numéro 1. C'est Guinness d'Airfray, qui n'a pas évolué déféré des 4 pieds depuis le mois de mars, qui a affiché un net regain de forme en dernier lieu. À mon avis, malgré le fait que ce soit la moins riche de l'épreuve, ça en fait, à mon avis, une bonne base également. Le 2 Gold Voice est irréprochable depuis de nombreuses semaines. Le 5 Grid Tigresse qui a fini un 2e de notre préféré l'avant-dernière fois, qui sera mise dans la même configuration. Le 4 Fusée des Vaux qui monte en puissance au fil de ses prestations. Je pense que sa dernière sortie va lui avoir fait le plus grand bien. Le 6 Fable Duplessis qui vient de pleinement rassurer. Attention, c'était une jument de classe qui a eu des problèmes de santé, qui a l'air de se retrouver actuellement. Et je compléterai ma sélection avec le numéro 9 Grande de Ranchy, le fameux tandem Emmanuel Varin, Mathieu Abrivard. On va reprendre les courses dans l'ordre du programme désormais. La première course, j'ai un coup de cœur pour le 3 Ilenk des Bosques qui avait marché 12 effractions l'hiver dernier sur ce parcours, qui s'entend à merveille avec Mathieu Mottier. Une course dans les jambes, voilà, c'est peut-être le seul petit bémol. Avec 2 courses, on aurait été encore plus chaud, mais j'en fais vraiment un chaud favori. Attention, numéro 6, un Ibis Petevinière qui, lui, a plusieurs parcours attelés dans les jambes et qui sera déféré des 4 pieds comme lors de sa dernière victoire au mois de juin. Ces 2-là ne devraient pas taper loin. Dans la 2e course, c'est un peu plus ouvert, une course réservée aux femelles cette fois. Je fais confiance au numéro 12, Iroise de Lanoé, qui est une jument dure, une fille de Tornado Bello. Elle a bien gagné la dernière fois en gain, elle monte à chaque fois les échelons, mais elle y arrive à chaque fois. Il faudra battre le 4, Isia de Montgival, qui s'est promené en dernier lieu en gain, le chrono était bon. Je pense que le 11 inconditionnel est la jument de classe un peu du lot, mais qu'elle aurait été nettement plus performante, corde à droite. On peut citer derrière des juments qui ont été préparés pour ça, comme les Mayennaises, le 8 Impératrice Eden et le 13 Iris From. La 4e course, c'est une épreuve intéressante. Forcément, tous les yeux vont être rivés un peu sur le 5 Festival d'Orient. Maintenant, il fait quand même une petite rentrée. À noter que cette année, il n'a pas été battu en étant plaqué devant et déféré derrière. Maintenant, voilà, il y a le fait qu'il n'a pas été revu depuis la fin septembre, donc ça fait un mois et demi. Et voilà, peut-être qu'il peut manquer d'un parcours pour gagner, mais en tout cas, ça fait partie des priorités. J'aime bien le 14 Fameux Saxe qui a gagné avec beaucoup de marge en dernier lieu à Reims. Il s'entend bien avec Paul Ploquin, il revient corde à gauche, mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Ensuite, je vais citer pour une cote, pour que vous gardiez dans vos jeux le 3 Forever Mix, qui lui n'a pas été plaqué devant depuis l'hiver dernier, qui vient de montrer du mieux au Croisé-la-Roche.
Après, on peut citer également le 16 Falco Flori qui est en grande forme, le 13 Frankie Satine qui s'entend bien avec Eric Raffin, l'As Figaro Gemma qui est en forme, et bien évidemment, j'ai oublié de vous en parler, mais le 6 un Derby que je vous avais conseillé en dernier lieu sur les programmes de La Rochelle. Il a fallu tenir ses rênes jusqu'au bout, mais attention, il l'a fait comme un cheval en retard de gain. Donc ce serait pas surprenant s'il venait à refaire une très bonne prestation. Donc mettez-le, je le remonte nettement dans ma sélection en 3e position par exemple. Dans la 5e course, tous les regards cette fois iront vers le JMB de service, le 10 Gentleman Muse. Il a déjà trotté 12-4 sur les 2007 de la grande piste, c'est un objectif. JMB les rate pas beaucoup depuis le début du meeting d'hiver. Voilà, en venant sur la fraîcheur, celui-là il est redoutable. On va citer derrière le 5 Fakir de Mahé qui a repris un brin de fraîcheur également. Derrière le 11 Giant Chief, la rentrée était bonne. On citera quand même la rentrée du 12 Go On Boy, mais voilà, il risque quand même de manquer. Donc mes deux préférés dans la course, le 10 Gently de Muse, le 5 Fakir de Mahé. Ensuite, on passe à la 6e, une course ouverte là des femelles de 5 ans. J'aime bien le 7, Histoire de Lierre, qui déféré des postérieurs avait gagné à Vincennes. Elle a gagné également à Nantes dans cette configuration. Je pense que c'est vraiment une bonne chance, une jument dure qui devrait lutter pour les premières places dans cette épreuve. La 7e course sera l'un des temps forts de cette réunion, le temps fort, le prix du Languedoc, c'est une épreuve groupe 3. Maintenant c'est très ouvert, on a un peu de mal à cerner les candidatures. J'aime bien le 5 Epsom d'Airfray qui court de façon rapprochée et qui retrouve surtout Eric Raffin. Le 11 Fairplay d'Urzy doit rassurer, maintenant il n'a pas été D4 depuis un moment. Au papier c'est un peu la course du 12, un duel du Gers, maintenant c'est vrai que face aux jeunes c'est peut-être un peu plus dur de gagner. Et mon coup de cœur de la course ira au 4 Élite de Giel. Voilà, ça peut être le pari amusant dans le sens où les principales candidatures que j'ai citées avant ont quand même des choses contre elles. Et elle, par contre, arrive tip top pour cet engagement. Elle est plaquée devant, déférée derrière. C'est peut-être le bon pari de la course, ce numéro 4 Élite de Giel. La 8e désormais, le numéro 2, un Jourdan Seven, qui avait lutté avec les bons l'hiver dernier. Il a été préparé pour ça. Il est arrêté du 2 derrière la voiture. Il a vraiment beaucoup de choses pour lui. Le 4, Jumanji CB, est un peu dans le même cas. Il promettait l'hiver dernier. Il est plaqué cette fois. Je me méfierais du 7, Jambier d'Ourville, qui avait montré quand même beaucoup de qualité chez son précédent entraîneur et qui vient d'arriver dans les box de Sébastien Garato. Attention à lui, c'est vraiment un cheval intéressant et je ne serais pas surpris qu'il vienne à bien faire d'entrée de jeu. Et enfin la 9e, une course intéressante avec des femelles cette fois. Ma préférence ira au 7 Joconde de Colmine, voilà, qui a bien fait les 2 fois en France, qui est plaqué devant première fois. Le tandem Mathieu Mautier avec les élèves de Monsieur Beauvais, ça se passe plutôt très bien, donc ce sera ma préférée dans cette épreuve. Le 11, Jalouse d'Olivry, l'a vraiment bien fait en gain, c'est la Cendrillon de l'épreuve. Elle peut peut-être manquer d'un brin d'expérience. Maintenant, c'est sûr que c'est une pouliche très intéressante, et on va citer l'un de nos coups de cœur dans cette émission, c'est le 5 Juana de Fonte, qui cette fois est confié à David Thomas. Une jument qui a montré de la qualité à plusieurs reprises et je trouve que dans cette épreuve, elle pourrait surprendre à très belle cote. On citera également le 6 Java du Rib et le 4 Jalousie de Lille. Eh bien, écoutez, voilà pour mes sélections, Dominique, de vendredi et de samedi, en vous souhaitant une très bonne émission et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Eh ben voilà, l'émission touche à sa fin. Je n'ai pas souhaité qu'on parle de cette triste affaire. Vous l'avez sans doute appris cette semaine. À la demande du ministère de l'Intérieur, France Gallo a retiré ses agréments à Pierre-Charles Boudot. Retirer n'est plus suspendre. Il était depuis qu'il a été... on lui a suspendu ses agréments en milieu d'année dernière et à chaque fois France Gallo suspendait. Aujourd'hui c'est tout simplement un retrait des agréments, autrement dit cela s'apparente presque à une fin de carrière parce que s'il est condamné il ne sera plus de sa vie jockey, plus jamais de sa vie. Évidemment s'il bénéficiait d'un non-lieu devant le tribunal ce serait tout autre chose. Je vous renvoie d'ailleurs, certains de mes confrères ont fait leur enquête, je vous renverrai tout particulièrement en direction de l'article qu'a publié suite à ce retrait des agréments de Pierre-Charles Boudot à la lecture
des pages faits divers du Parisien. Merci Gilles Curins. C'était un plaisir comme d'habitude. Bon, Alexandre de Koopman, Cédric Philippe. Cédric Philippe était pressé. Quel casse-pied. On le remercie. On remercie Stéphane Delomo et Romain Détré qui étaient nos invités. On remercie Jean Dindy, dont c'était, alors je suis très surpris, je l'ai appris ce soir, c'était la première participation à Radio Balance, une émission qui aura été ce soir réalisée par Samy Boisa, comme la semaine dernière et comme la semaine prochaine. La semaine prochaine, eh bien, nous serons au Cardinal, même endroit, même heure. Je crois que je n'ai oublié personne. D'ici là, portez-vous bien, soyez bons. Rythme normal la semaine prochaine, vendredi. Cette semaine, c'était un peu particulier. À très vite. Merci de votre fidélité. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.